Bonjour à vous, madame, messieurs. Merci de nous rester fidèles sur les antennes Equinox Télévision pour cette sortie deuxième de la semaine. C'est 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant. Et merci encore ce matin pour la fidélité. Que se passe-t-il véritablement aujourd'hui avec l'absence de son Excellence Paul Biya à l'Assemblée Générale Annuelle des Nations Unies? Qu'est-ce qui se passe véritablement avec cette absence qui, depuis pratiquement 24 heures, fait grand bruit et fait parler tous les Camerounais? La question est relancée finalement aujourd'hui. Où est Paul Biya? Pourquoi ne le voit-on pas à cette Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient depuis ce 22 septembre dernier? La question également, c'est au niveau du Cameroun, où nous tentons de savoir ce qui se passe également avec la famille de Lydia Ntaba qui vient de saisir Paul Biya pour qu'il revienne sur la réalité des faits, mais surtout qu'il s'interroge sur la place même qu'occupe la justice aujourd'hui au Cameroun vis-à-vis de l'affaire Lydia Ntaba. Souvenez-vous, cette jeune étudiante qui a été froidement abattue par son amant dans une chambre quelque part dans le sud Cameroun. Pour parler bien sûr de lui, le sous-préfet, l'ancien sous-préfet de Lokoundje. Où en est-on aujourd'hui? Et la famille s'insurge, la famille appelle le chef de l'État à revoir les procédures qui encadrent ce procès aujourd'hui. Et selon quelques éléments qu'on peut bien lire dans cette lettre-là, disent-ils, le sous-préfet aujourd'hui n'est pas à la maison d'arrêt. Que se passe-t-il exactement? Où est le sous-préfet en question? Où est-ce qu'il est passé? Est-ce que le Cameroun, la justice camerounaise protège ce sous-préfet? Qui finalement serait en train de le protéger? Devrait-on rester muet devant une telle situation? Paul Biya doit-il réagir ou pas? On en parlera, madame, messieurs. Merci à vous de nous retrouver. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. La grande équipe, comme chaque matin, est avec nous. Charlamagne Batou, Karine Sontia, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek. Et comme vous le savez, ensemble unis pour la même mission, nous allons encore vous servir. Allons déjà dire bonjour à Bonbon Bengan Kandje qui est avec nous ce matin et lui souhaiter la bienvenue. Bonjour Bonbon. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Quelqu'un aurait pu dire merci à Covid-19, mais on ne peut pas dire merci parce qu'il y a les vies humaines qui continuent à être perdues. Mais merci pourquoi? Parce que l'Assemblée Générale des Nations Unies a permis aux chefs d'État et de gouvernement de s'exprimer par des vidéoconférences. Qu'en est-il du Cameroun? On ne sait toujours pas. Malgré cela, que l'Assemblée Générale des Nations Unies demande aux chefs d'État de s'exprimer chez eux à partir de leur palais, le Cameroun a toujours continué à vouloir appliquer sa formule initiale. Il sera représenté par cette fois-ci, des sources bien informées nous disent que c'est le John Goutier qui aurait dû représenter le chef de l'État. Après, on dit c'est le ministre des Relations extérieures. Mais non, l'Assemblée générale, le secrétaire général des Nations Unies dit que c'est le président lui-même. Dans le pays où c'est le président de la République qui est et non le Premier ministre, on veut la voix du président de la République. Le nôtre, semble-t-il, a jusqu'aujourd'hui pour se prononcer. Voilà le Cameroun. Va-t-il se prononcer au pas, Bonbon Bengan Kandje, puisqu'il faut bien sûr dire à votre suite que le chef de l'État n'a pas répondu présent à ce rendez-vous par visioconférence pour, comme vous l'avez très bien dit, Dion Goutier proposé, le ministre des Affaires extérieures, les relations extérieures. Des relations extérieures proposées et qu'on disait niet, y compris aujourd'hui une proposition qui a été faite où on aurait bien voulu qu'il vienne faire son discours et que cela soit restitué et que l'Assemblée Générale Annuelle dise « niet, on ne veut pas, nous voulons Paul Biya lui-même ». Et surtout, on ne dira pas cette fois-ci que ce sont les opposants qui ternissent l'image du Cameroun à l'étranger. On saura d'où ça vient. Voilà. Charlamagne Batou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au délégué général à la Sûreté nationale et au délégué régional à la Sûreté nationale. Au délégué général, pourquoi? Une vidéo circule où on voit des policiers danser, faire des balles à terre sous un air assez étrange. Bardangele, le patron, le papa de la police camerounaise.
On se demande véritablement, est-ce que cela s'inscrit encore dans la logique des forces de l'ordre d'entonner ce genre de personnes à la mémoire de quelqu'un de son vivant, surtout lorsqu'on sait que cette structure et cette corporation est neutre. Premier cas. Deuxième cas, les images qui nous parviennent des différents lieux de détention des marcheurs est non seulement triste, mais donne envie de pleurer de la manière avec laquelle on est en train de torturer viscéralement les différents marcheurs et manifestants qui sont sous la pluie, qui sont sous le soleil. Pourtant, le Cameroun a ratifié pas moins de 7 conventions portant sur la protection des droits de l'homme. Sommes-nous déjà dans ce cas, avec ces chiffres qu'on avance, qui sont réclamés pour la libération de ces marcheurs? Autre fait quand même étonnant, c'est le fait encore pour cette même police de se lever et d'aller choisir d'installer son barrage de contrôle sur l'axe Douala-Bekoko à un endroit précis devant une station-service. Ils ont choisi d'aller s'installer et faire le contrôle, histoire d'empêcher cette station de pouvoir remporter un quelconque franc CFA. Était-ce volontaire? Ont-ils besoin d'un gombo? La police nous appelle désormais à nous interroger, non pas qu'on a quelques griefs, mais au vu de l'ensemble des exactions. Vivement que le patron de la police se ressaisisse et réinterpelle ses troupes à l'ordre. Va-t-il se ressaisir ou pas quand on sait également qu'André Blaise et Sama, jusqu'à présent, la moto a été encore confisquée, toujours par la police camerounaise, alors qu'il était simplement en circulation comme bon nombre de Camerounais. Et il faut bien sûr le rappeler, Vous ceci avez vu les images au 20h, M. Michel Ngachou, beaucoup de femmes ont cru que c'était regard social hier au 20h, les images de cette femme qui racontait comment elle a été tenue. Je peux vous assurer, plein de femmes ont pleuré. Une femme qui supplie pour les garnitures, c'est un droit aussi basique de pouvoir avoir accès à des manifestants. Qu'est-ce qu'on cherche à imprimer, monsieur Michel Ngachou? Le Cameroun est-il devenu justement le pays reconnu comme étant celui où se vit de façon sincère, concrète, évidente, la torture et la barbarie? Comment peut-on apprécier justement les images qui nous viennent des commissariats aujourd'hui, mais surtout de cette femme, comme Richard Lamel l'a très bien dit, qui suppliait simplement qu'on lui donne des garnitures parce qu'elle saignait? Quelle image donne-t-on à la femme aujourd'hui au Cameroun? Que disent les femmes? Karine Sonsa, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à nos autorités qui ont décidé que pour avoir ne serait-ce que de l'eau au Cameroun, désormais vous devez manifester. Si vous voulez avoir de l'électricité, il faut manifester. Si vous voulez avoir de la tomate, il faut manifester. Désormais, pour avoir tout ce que vous voulez, manifester et on vous écoutera. C'est le cas des populations dans le Haut-Cam qui ont dit que ça suffit. Plus de 2 semaines sans électricité, ils sont sortis dans la rue avec des pancartes pour réclamer le retour de l'électricité parce que ça commence à faire trop. Décidément, dans les autres villes du Cameroun où il n'y a pas d'électricité et d'eau, il faudra que les populations assiègent le siège des distributeurs de l'eau et de l'énergie au Cameroun pour qu'on nous donne de l'eau et de l'électricité parce que ça commence à faire too much. Notre pays est-il constitué ou est-il finalement en lambeaux avec ces images qui sont, on va dire, qui sont d'une rare inimagination, des images qui choquent aussi aujourd'hui, venant de Bafang, comme Karine Sonta l'a très bien dit. Madame, Monsieur, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux tout à l'heure, vous les verrez et vous les apprécierez. Dominique Odro-Yengelek, bonjour à vous. Le jour n'est pas bon, Michel Ngachou. Pourquoi? Je me serais attendu à ce que hier soir, après le journal de 20h d'Equinox, mesdames les ministres des Affaires sociales et de la protection de la femme et de la famille prennent les choses en main et disent non à ce genre de traitement infligé à la femme. Michel Ngachou, dans un pays normal, dans un pays sérieux où on trouve ces ministères-là, ces femmes auraient dû faire quelque chose. C'est là qu'on les attend. Du moins, jusqu'ici, on a égrené des chapelets de griefs, de recriminations. C'était là l'occasion, ou du moins c'est là l'occasion de vous faire, disons, pardonner, de montrer un nouveau visage de ce ministère à la face des Camerounais dont vous avez la charge. À côté de ça... Elles ont peut-être la journée d'aujourd'hui. Entre-temps, la femme est en train de saigner sur elle. Elles peuvent réagir aujourd'hui. Oui, depuis le matin, nous sommes rendus à 10h. Vous êtes passé à Bopi? Quand vous dites qu'aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'on décrit ici qu'ils sont couchés, le soleil, la pluie, comme il pleut là, il pleut sur eux. Hein. Il pleut sur eux. Vous parlez des manifestants? Des manifestants, oui, j'ai dit qu'ils sont depuis le 22 septembre dernier. Oui, depuis qu'on les a arrêtés, ils sont couchés là dehors. Hein.
C'est ça le droit humain? À côté de ça, je m'attends également à ce que, à travers les révélations faites par une de nos artistes, Daphné, qui a été violée il y a quelques années déjà, on prenne en charge tous ces enfants, toutes ces petites filles et ces petits garçons qui continuent d'être violés dans notre société. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas la voix de Daphné pour partager les traumatismes qu'ils ont vécus. Donc, que ces ministères, ces deux ministères, encore une fois, remplissent leur rôle de protectrice de la société et des personnes vulnérables. Madame Michel, le Cameroun est le nôtre. Et comme on aime à le dire sur ce plateau, ensemble, on va le construire. Jamais on ne devra abandonner. Nous devons rester, quoi qu'il en soit, déterminés à le faire avancer. Comment appréciez-vous également les images d'hier soir avec le professeur Maurice Kamto en exclusivité sur les antennes d'Equinox Télévision hier, qui est sorti et qui a fait état de sa réalité chez lui, effectivement, puisqu'il est aujourd'hui assigné à résidence avec une cohorte de forces mixtes, police et gendarmerie, qui quadrille carrément, allègrement et aisément son domicile aujourd'hui. Vous l'avez également entendu sur ces faits. Ces mots ont été assez dur, mais surtout, comment expliquer la réalité du Cameroun aujourd'hui, la politique telle que menée. Est-ce que c'est Paul Biya lui-même qui a demandé, comme certaines voix nous font savoir, que Maurice Kamto soit maintenu chez lui ou pas? Est-ce Paul Biya lui-même ou ce sont les membres du gouvernement qui ont pris sur eux de maintenir Maurice Kamto chez lui et la siéger justement à résidence? On en parlera dans cette émission. Merci de trouver de l'intérêt avec 10 le Zénith. Et l'histoire du jour, c'est tout de suite et maintenant, Dominique Audrey. Je vous conduis dans l'univers de deux voisines. Ce matin, celle qui nous raconte l'histoire aimerait se faire pardonner à cause d'un tort qu'elle a causé à sa voisine. En fait, il s'agit de deux dames. L'une, celle qui se plaint à 3 enfants, celle d'en face à un seul enfant. Celle qui a un enfant, la voisine, qui est mise en cause dans l'histoire, elle travaille dans une confiserie et de temps en temps, elle ramène des sucreries à ses enfants. Dimanche dernier, alors qu'elle rentrait du travail, elle a trouvé son enfant en train de jouer avec les enfants de la voisine. Puisqu'elle avait des bonbons dans le sac, elle remet les bonbons à chacun des enfants. La mère des 3 enfants n'était pas là, elle s'est rendue au marché. Et les enfants sont rentrés, ils ont sucé les bonbons. Lorsque leur mère rentre, elle trouve les enfants en train de se tordre dans la maison. Ils disent qu'ils ont mal au ventre. Qu'est-ce que vous avez mangé? Vous n'avez pas lavé les mains? Non, c'est la mère de Nanou qui nous a donné les bonbons. Et bam, c'est parti en sucette. Parce que la mère des 3 enfants est allée agresser la voisine. Qu'est-ce que tu as donné à mes enfants? Tu as empoisonné mes enfants, nanani, nanana. Elle a pris son téléphone, elle a appelé ses frères haut placés et tout et tout. On lui a dit non, conduis d'abord les enfants à l'hôpital. À l'issue de cela, on va te dire quelle est la mesure à suivre. Entre-temps, on lui a dit, commence à rédiger quelque chose, tu vas porter plainte à cette dame et on va l'interpeller pour les douleurs que subissent les enfants. Donc, de ce côté-là, la mère de la tantine qui a donné les bonbons a été inquiétée et la mère a conduit ses 3 enfants à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, après examen, on se rend compte que les enfants ont des vers. Donc, le fait de sucer des bonbons est juste venu exposer le fait que le ventre des enfants était précédemment sale. Maintenant, après avoir appelé qui des procureurs, qui des avocats et machin, après avoir menacé, insulté cette voisine, elle aimerait donc savoir comment se faire pardonner, comment réparer le tort qu'elle a causé injustement à cette voisine-là qui a été un peu menacée. Voilà. Un peu, hein. Bon, qui a été menacée. Lorsqu'on fait intervenir son carnet d'adresse pour appeler X ou Y et toucher au procureur parce que l'enfant a eu mal au ventre pour avoir sucé le bonbon donné par la voisine, c'est assez grave quand même. Mais lorsque la voisine donne, elle était quoi, dans le salaka ou bien? Non. Comment? Vous rentrez du travail et vous avez acheté des trucs pour votre enfant. Et maintenant, vous trouvez votre enfant en train de jouer avec votre enfant. Vous n'allez pas l'appeler dans la chambre vous pour allez le lui donner. Si c'est une pomme, vous coupez la pomme en 4 et vous donnez à ces enfants. Lorsqu'on est femme, justement, Dominique Audrey, comment est-ce qu'on réagit? Vous, à la place de la femme qui a été inculpée, bien qui a été... on va dire interpellé, mais surtout humilié. Comment vous comporterez-vous? On coupe tout. Même le bonjour, il n'y aura plus. Pourquoi? Non, je vous en prie. Est-ce que vous n'êtes pas extrémiste là? Oui, tout le monde sait que je suis extrémiste. Ouais. Je suis aux 2 extrémités. Soit c'est bon, soit c'est pas bon du tout. Donc, il n'y a plus de rapport à avoir avec vous, avec votre enfant, avec votre mari, avec qui vous voulez. Et je suis contre le fait de donner les choses comme ça aux enfants des gens. Je l'ai toujours dit.
Parce que voilà, une bonne action a été très mal interprétée. Ça veut simplement dire que votre voisine vous voit comme une personne qui n'est pas bien. Et aujourd'hui, la société veut qu'on soit tellement suspicieux que même un regard, un genre est interprété Autrement. Donc moi, je suis contre le fait de donner des choses aux enfants des gens. Si vous avez envie de faire un cadeau à un enfant, vous dites aux parents ou vous donnez aux parents de l'enfant et c'est aux parents de remettre à son enfant. C'est pour ça que je dis aux personnes qui éduquent leurs enfants, quoi qu'on dise, que apprenez à votre enfant à dire non. Charles Hamel parlait de ce qu'il a reçu. Ce que moi j'ai reçu, c'est que peu importe qui te donne quoi, tu ne prends pas. Parce que quoi, aujourd'hui, la société est telle que vous envoyez votre enfant vider la poubelle. Arrivé au carrefour, il y a un tonton bizarre qui lui dit « Viens prendre le bonbon ». Et de fil en aiguille, vous entendez l'enfant a disparu. L'enfant a été violé parce qu'elle allait prendre un bonbon qu'on lui a donné. Donc, peu importe qui te donne quoi que ce soit, tu ne prends pas. Tant que ça ne passe pas par ton parent, tu ne prends pas. Non, merci tonton, maman a dit que je ne prends pas, je n'accepte pas ce qu'on me donne. Maman a dit que. C'est comme ça, on permet à l'enfant, on protège l'enfant d'une certaine manière. C'est une sorte de barrière. On dira certainement qu'elle n'est pas efficace, mais dans une certaine mesure, elle va restreindre les risques auxquels les enfants peuvent être exposés. Et à côté de ça, vous-même qui donnez de bonne foi, vous mettez dans des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on fait du voisinage? Lorsqu'on est dans le voisinage, on a de très bonnes relations, on peut, en rentrant justement de son boulot le soir, se dire, bon d'accord, on a quelques succès, si vous voulez, pour les enfants, vous le leur offrez, parce que vous estimez quand même être dans une relation de bon voisinage. Moi, je demande la permission aux parents. Ouais. Est-ce que je peux donner un jus à votre enfant? Si le parent dit oui, je le fais. Je ne le fais pas quand le parent n'est pas là. Oui, mais qu'est-ce qui justifie également que lorsque vous donnerez ce jus à l'enfant, cette sucette à l'enfant, l'enfant n'aura pas d'autres soucis et quand on vient à vous porter une éventuelle accusation? Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une mesure préventive pour qu'on ne dise pas « je n'étais pas là et elle est venue donner la nourriture à mon enfant, je n'étais pas là et elle est venue donner un bonbon, elle a empoisonné mon enfant ». Non, au moins si le parent a donné son onction, s'il y a autre chose, on va gérer ensemble. On va gérer ensemble. La mère était au marché quand les enfants... Donc, elle aurait pu donner n'importe quoi. Et j'ai appris également qu'on initie les enfants comme ça. Votre enfant rentre de l'école avec sa camarade de classe, elle s'arrête chez elle et on lui donne de la viande qui est en fait une sorte d'initiation à la sorcellerie. Vous savez, les choses fantastiques là. Et après, votre enfant se retrouve à voyager la nuit comme ça. Donc, il faut vraiment restreindre le maximum. C'est pas être mauvais, mais vraiment, c'est être prudent. Une question de prudence, madame, monsieur, mais surtout une question de relation de bon voisinage aujourd'hui. Comment vous les appréciez également? Donnez-vous, vous aussi, des petites choses aux enfants des voisins ou ceux des voisins, justement, donnent aux vôtres? Et comment vous encadrez cette relation entre voisins, véritablement? Le bon voisinage aussi, Karine Sontia, ça passe quand même, non? Est-ce qu'on peut se donner ce qu'on a? Nous, on a grandi dans des quartiers où nous donnons des plats par famille interposée. C'est-à-dire qu'on a fait à manger dans cette famille, on renvoie dans l'autre famille, et de l'autre côté, là-bas, on renvoie ici. Bon, tu penses comment vous appréciez justement ce vivre ensemble qu'on peut avoir entre voisins? Non, mais c'est l'idéal, qu'on soit capable d'être ensemble et de partager des choses ensemble, mais les partages des plats se font de moins en moins. C'est genre, si vous faites un repas qui peut plaire à votre voisine, par exemple, vous pouvez le lui donner. Vous savez que peut-être c'est un truc qu'elle connaît, elle aime, ou encore vous lui donnez. Il y a les gens comme ça. Nous sommes dans des quartiers où il y a certaines tribus, lorsqu'elles préparent les nourritures traditionnelles, elles peuvent vous donner, par exemple, le ekwang, les trucs comme ça. Donc, il y a les nourritures que vous savez que c'est particulier et que la personne pourrait apprécier. On donne. Maintenant, socialement parlant, moi nous avons toujours grandi dans des cours communes, c'est-à-dire qu'il y avait toujours beaucoup d'enfants et les enfants qui allaient dans les maisons de tout le monde, on ne pouvait parfois quand l'enfant le sommeil le prenait ici, il se couche là, il dort, ainsi de suite, la nuit que vous le portez, vous partez le laisser chez eux. On a vécu dans des cours communes comme ça et il n'y avait pas de problème. Les problèmes ont commencé à intégrer les cours communes lorsqu'il y a eu une personne qui s'est considérée généralement comme la personne qui se suffit. Celle qui n'a pas de problème, qui n'a de compte à rendre à personne et qui trouve que son enfant aller chez le voisin, ce serait minimisant.
Vous voyez un peu, ce serait comme pour elle une insulte que le voisin donne par exemple un plat de nourriture à son enfant. C'est à partir de ce moment que les cours communes ont commencé à être détruites. Et pourtant, c'était des endroits très importants pour les enfants parce que ça permettait aux parents même d'apprécier le comportement de leurs enfants en fonction des autres. La sociabilisation justement des enfants. Il y a des enfants où il y a des parents qui ont découvert que leurs enfants avaient par exemple des talents pour les soins, pour l'entretien, pour l'encadrement et autres parce que lorsqu'ils étaient avec les autres enfants, ils étaient toujours en train de jouer le médecin, ils étaient toujours en train de jouer la maman et autres. Il y a des parents qui ont découvert, il y a des enfants qui étaient toujours en train de jouer la voiture, qui fabriquaient, c'est comme ça en fait, dans les cours communes qu'on a on a réussi à découvrir cela. Maintenant, il y a, comme je vous l'ai expliqué, comment est-ce que les problèmes ont commencé à entrer dans les cours communes. Maintenant, il y a d'autres personnes qui se considéraient comme les personnes qui n'ont pas et qui voulaient rester dans leur situation et donc se refermer et ne pas intégrer que l'autre n'a pas de problème avec le fait qu'elles n'ont pas. En fait, des personnes frustrées qui ont intégré aussi les cours communes avec leur frustration et qui ont fini par contaminer les autres. Ça fait que on a grandi dans une cour où on avait un voisin, je vais prendre cet exemple, on avait un voisin, il travaillait au port et lorsque, par exemple, l'année finissait, il était toujours en train d'acheter les casiers de bière et de boissons pour toute la cour. On aurait pu dire aussi qu'il veut faire son salaka et la sorcellerie, on ne prenait pas. Mais sauf que quand il le faisait, c'était tout bonnement, c'était tout simplement. Vous voyez un peu. Et les moyens le lui permettaient. Voilà, et les moyens le lui permettaient. Donc, je vais dire que cette voisine est une voisine à problème. Il y a les voisines comme ça. Donc, mais elle veut s'excuser quand même, la voisine aujourd'hui. oui, elle est d'abord une voisine à problème. Elle cherche d'abord le moyen pour faire les problèmes à la femme là. Vous voyez déjà les voisines là. Donc, elle reste comme ça, elle te calcule. J'attends que tu glisses sur mes 5,50 m. Tu veux y que tu prends trop soin de ton enfant. Tu veux y que ton enfant mange trop les gâteaux. Tu veux y que les choses comme ça. Et puis, le jour où ça tombe, pas. Elle commence déjà à payer les commissaires, elle commence déjà. Alors qu'elle peut d'abord venir dire que voisine, c'était quel genre de bonbon que tu as donné à l'enfant comme ça. Et là, elle dit non, c'était simplement voilà mon fils ici là, il n'a pas mal, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut qu'on aille d'abord à l'hôpital voir. Ça veut dire... Parce qu'il y a des voisins, moi je vais vous expliquer. Nous avons vécu des situations. Il y a un voisin, il y a une voisine un jour, elle n'était pas là. Sa soeur non plus n'était pas là et les enfants étaient à la maison. L'enfant a joué, il s'est fait mal, il s'est carrément cogné la tête et il saignait énormément. Mes parents ont porté l'enfant pour amener à l'hôpital et tout, on a fait les premiers soins. Jamais la voisine est venue dire vraiment merci pour ce que tu as fait. Mais sauf qu'on n'attend pas les remerciements. Mais ça, c'est une réaction. Ça aurait pu être que cette femme n'était pas là et son enfant avait un de ses enfants avait ce genre de problème-là. Et la voisine disait que non, je fuis moi les problèmes. Je ne veux pas moi qu'on vienne crier. Vous voyez un peu. Donc il y a des mauvaises voisines. Oui, il y a des mauvaises voisines. Mais comment on répare ça? Quand on a une mauvaise voisine, comment est-ce qu'on peut vivre allègrement avec elle? Ne pas intégrer les enfants dans vos problèmes. C'est-à-dire qu'avec elle, vous avez de la distance, mais vous faites tout pour que les enfants ne soient pas dans vos problèmes. Parce que le moment où vous allez commencer à intégrer les enfants, ça va tout gâter. Sauf que, on va aussi dire qu'il y a l'équivoque. Quelqu'un qui ne s'entend pas avec vous pourrait passer par votre enfant pour vous faire du mal. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut prendre en compte. Je voudrais justement revenir à la réalité de ces enfants, Julie Charles Amel Batou. Les enfants peuvent ne pas prendre ce qu'on leur donne dehors. Mais on sait comment nos enfants se comportent dans les établissements, dans les salles de classe. Aujourd'hui, dès la rentrée, c'est pour le 5 octobre prochain. Est-ce qu'il n'y a pas plus de peur également pour ces enfants à se partager un certain nombre de choses au niveau de l'établissement et d'avoir certainement des soucis de santé et que de venir tuer comme ça une belle relation de voisinage parce que la voisine aurait offert juste à l'enfant? C'est une réalité quand même dans nos quartiers, non? Monsieur Michel Ngachou, quand vous fonctionnez avec les occidentalisés, vous devez vous attendre à ce type de choses. C'est tout à fait légitime que vous vous attendez à ce genre de choses. Vous avez des gens qui font grandir leurs enfants comme le maïs. C'est-à-dire, ils plantent, ils versent l'eau, ça suffit. Quand la saison des pluies arrive, tranquille. Ce que son enfant devient, il devient. C'est pas son truc. Le jour que l'enfant rencontre une première difficulté, il dit à l'enfant, est-ce que c'est moi qui t'ai appris ça? Je t'ai déjà appris ça. Débrouille-toi. Vous savez, je vous disais toujours que dans les quartiers, nous qui avons grandi dans les sous-quartiers, M. Michel Ngachou, nous on a appris à voir des enfants qui couraient avec les fils noirs et les coris au rein. On a habitué les jeunes filles à attacher les cordes sur le pouce, les jeunes filles sur l'orteil, on attachait, on a grandi avec ça. Et on se posait des questions, M. Michel Ngachou. Nous avons grandi dans des maisons où
Chaque fin du mois, chacun savait qu'il y avait une cérémonie qu'on faisait tous les samedis et on devait être nus, histoire de nous faire puger dans la cour. On n'avait pas de choix. Maman préparait sa poire. Vous venez, chacun vous passez le premier, le deuxième, malheur à vous si vous ne passez pas. Donc il y avait des choses et on ne le faisait pas uniquement pour les enfants de X ou pour les enfants de Y. Dans les concessions, on connaissait ce qu'on appelait l'antipoison, Monsieur Michel Ngachou. Tout individu vivant debout doit avoir au moins une fois par an lécher l'antipoison avec lequel il marche. Non pas parce qu'il attend qu'on va lui mettre le poison, parce que dans ce qu'il consomme même, il peut avoir du poison. On a vu des femmes déborder le canwa, déborder certains condiments, tuer leur mari parce qu'elles avaient mis I ou Y en excès. Elle a confondu tel arôme avec un autre poison qu'elle est venue mettre ou l'autre. Vous vous rendez compte, c'est des choses qui arrivent. Quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation et que la femme s'élève, ça veut dire qu'elle n'a jamais compris que l'enfant n'est pas ton enfant, Monsieur Michel Ngachou. L'enfant n'est ton enfant que quand il est dans ton ventre. Ouais. Dès que l'enfant est sorti, ce n'est plus ton affaire. Quand je vois souvent des femmes faire papa, moi on a vu dans nos quartiers, on a vu des mamans quand elles commencent à taper. Quand une femme assise voit que la mère la tape, ça déborde, elle commence à bagarre. Elle commence à bagarre. Avec la mère de l'enfant, que tu tapes l'enfant, c'est pourquoi ça devient une bagarre terrible. Je dis, entre femmes au quartier, pourtant il n'y avait rien. Vous avez la femme qui dit que tu voulais tuer mon enfant. Tu crois que tu es mon enfant plus que moi. Donc, les gens n'ont pas encore compris et intégré ça en Afrique. Ton enfant n'est pas. Je suis en train de... Monsieur Michel Ngachou, moi qui suis là, mon père m'a tout donné. Mais celui qui a continué à me donner n'était plus mon père. C'était un voisin au quartier pour qui j'ai du respect, un maître d'école. Ceux qui suivent vont connaître de quoi je parle. Quand il rentrait, il m'appelait. Dès que j'arrive, il me dit, mais c'est comment? C'était comment à l'université? Ça s'est passé comment? J'ai dit, non, c'était Dieu à tel point, on a dit, il y a les fascicules. Il dit, voici l'argent, va payer. Il n'a jamais fait la part des choses entre moi et son enfant. Quelle est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, je ne vais pas restituer ça aux enfants des autres? Qui va me croiser dans la rue en me disant que tonton, j'ai faim, tonton, j'ai soif, tonton, je suis pas là à l'école parce que je n'ai pas pu payer, que j'ai la possibilité de donner 2 millions, 3 millions, 5 000, que je ne le fasse pas, parce que vous allez me dire que c'est votre enfant? Que non, Monsieur Michel Ngachou. Donc on a biaisé la société. Il y avait des valeurs et des principes. Quand j'ai un problème avec ma voisine, les premières personnes qui cherchent à éteindre le feu, c'est mes voisins. On ne sort pas de la concession avec un problème, Monsieur Michel Ngachou. Une équipe reste soudée. Quand vous êtes dans une équipe, vous avez un problème, c'est d'abord l'équipe, les membres de l'équipe. Quand ça dépasse les voisins, on porte le sujet devant le chef de quartier. Oui. Lorsque le chef de quartier ne peut pas dire je ne peux pas, il fait un procès. Non, le bailleur n'intervient pas. Il fait un procès verbal et il vous donne en disant allez au commissariat avec. Puisque à l'époque, quand on partait au commissariat, on disait qu'est-ce que le chef de quartier a dit. Repartez voir le chef de quartier. Qu'est-ce qu'il a dit? On vous demandait de revenir. Vous revenez voir le chef de quartier, dit, ah, c'est maintenant que vous vous souvenez que je suis là. Ma maison est là. Pour venir porter plainte, c'est un régime de plantain, de tinduit. Comme aujourd'hui, le téléphone portable fait en sorte que Charles amène, il connaît le juge, il connaît si, dès qu'il y a un moins de problème, je prends, allô, oui, grand, vraiment, comme tu vois la tête, il dit, bon, laisse l'affaire là, je gère l'affaire. Ça a biaisé terriblement la société. Et voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Je dirais à cette femme de ne pas accepter le pardon, M. Michel Ngachou. Qu'elle n'accepte pas. Vous n'allez quand même pas préconiser. Je dis qu'elle n'accepte pas ce pardon. Vous savez pourquoi ça l'amène? Pourquoi vous avez créé des... On est en société, on devrait rester quand même très unis. Malgré nos manquements. On peut faire des concessions, non? M. Michel Ngachou, un enseignant au lycée Leclerc qui avait confisqué le téléphone d'un enfant parce que cet enfant avait violé le règlement intérieur et parce que son papa était un haut placé dans l'armée, on est venu attraper le professeur, on l'a tapé. Les militaires l'ont tapé, l'ont jeté dans le pick-up et on allait le laisser en Kondengui, M. Michel Ngachou. Parce qu'il sortait d'une famille où il y avait des procureurs, il y avait des magistrats, on allait le jeter en Kondengui. On l'a jeté dans une zone des condamnés à mort où il est rentré parce qu'on voulait le punir. Et à la fin, on s'est rendu compte que le professeur avait raison. Quand il est sorti, il avait perdu un œil, M. Michel Ngachou. Vous demandez pardon à ce monsieur comment? En remplaçant son œil, peut-être. Allez, c'est les réalités sociétales aujourd'hui auxquelles il faut absolument porter des solutions, mais surtout permettre aux voisins de tout faire pour rester unis dans les relations qui les unissent, en fait. Bon, Bengan, au-delà de tout, le chef, le gardien de tradition que vous êtes,
lorsque vous observez justement une société comme celle-là, où les voisins s'effritent entre eux parce que les enfants également auraient eu quelques petits soucis, comment vous appréciez ce qui se vit actuellement au Cameroun, et même dans nos sociétés, pas seulement au Cameroun, pour ceux qui nous regardent à travers le continent africain, comment vous appréciez ça, vous, globalement? La première observation, c'est que la société n'existe plus. Lorsqu'on parle de société, le mot qui encadre société, c'est solidarité. Lorsque la solidarité n'existe plus, c'est que la société n'existe plus. Les seuls êtres humains, ce n'est pas vous qui formez, ce n'est pas le fait qu'on dise qu'il y a quoi, on a quoi, nous sommes 100 000 âmes. Ça ne constitue pas une société. Deuxième chose, Charles a parlé de l'occidentalisation. Nos confrères, collègues de RFI ont souvent une émission là. 1 million de voisins. 1 milliard de voisins. Voilà, 1 milliard de voisins. J'ai refusé d'écouter cette émission il y a 10 ans de cela. Oui. Je ne l'ai plus jamais écouté. Après, un de mes enfants est venu me dire papa, il semble qu'il y a une journée internationale de voisins, quelque chose comme ça. Je n'ai rien dit. C'est peut-être aujourd'hui, 10 ans après, que je peux dire quelque chose. Je lui ai dit, ma fille, c'est des conneries. Est-ce que tu as des problèmes avec tes voisins? Il dit non, papa. Mais je lui dis justement, parce que la société a été dénaturée, ça n'existe plus. Donc ce qui se passe là, c'est cela, c'est la conséquence de ce qu'on appelle la désocialisation. Nous, on estime qu'on vit en société alors qu'on ne vit plus en société. Donc en fait, lorsque vous voyez votre enfant dans cet état, c'est vrai, vous pouvez soupçonner le poison. La dernière nourriture à prendre, c'était ce bonbon. Mais vous vous approchez de la personne qui a donné la nourriture. Quand vous dites, mais vas-y, je ne peux pas empoisonner les enfants. Donc c'est ensemble que vous allez à l'hôpital. Voilà. C'est ensemble, tu ne la laisses pas partir. Puisque en fait, tu te sens coupable, tu dis, mais voisine, je ne peux pas. Bon, et tant entendu que ce qui existe aujourd'hui, vous pouvez laisser, on a vu les voisins laisser les enfants auprès des autres, et venir les voir violer, tuer et tout. Ça existe, je n'en disconviens pas, mais pour commencer à montrer comment je vais dire, ton innocence et ta bonne foi, vous allez ensemble à l'hôpital. Et les questions de pardon se font comment? Non, à ce moment-là, justement, on accepte le pardon. Parce que le soupçon, et même la voisine qui a donné la nourriture peut dire, papa, est-ce que quelquefois même, c'était les bonbons périmés? Parce qu'on a vu les enfants acheter les biscuits qui étaient empoisonnés parce que périmés. Donc, toutes tes questions, tu te dis, bon, je n'ai même pas regardé, peut-être c'était des bonbons périmés, peut-être. Maintenant que les visites médicales disent que non, et c'est justement les sucreries augmentent, comment je vais dire ça, la pernicience, voilà, ça excite les vers et tout. Bon, vous deux, vous rentrez et dites, vraiment, moi-même et tout. Bon. Elle a fait garder la femme. Voilà, mais c'est là justement, c'est ça qui n'est pas bien. Donc, cette voisine-là, cette femme-là, qui peut garder la voisine, qui ne lui donne même pas l'opportunité de s'exprimer, de faire son mea culpa, comment s'appeler, il faut se méfier de ce genre de Merci beaucoup, Bonbon Bengan, pour l'ascension ce matin, madame, monsieur. Merci également à vous de nous laisser vos commentaires sur les pages 10-12, le Zénith ou encore Equinox Télévision pour ceux qui nous regardent en live. Madame, monsieur, dans un instant, La Colère, signé Charles Amembachu. Je m'interroge ce jour sur la question du nouveau programme d'histoire des classes de terminale au Cameroun. Un document traitant de la question en 3 modules de l'enseignement de l'histoire pour les classes de terminale est désormais en circulation, annonçant de grandes révolutions et innovations pour ce qui sera de l'enseignement. Sauf que cela ne pose aucun problème aux enseignants, constamment méprisés, humiliés, arrosés avec l'eau d'Abraham. Je m'interroge sur
ces innovations ce jour? Comment comprendre ces réformes à tête chercheuse dans ce pays? Réformes qui n'obéissent à aucune règle, mieux encore aucune déontologie en la matière. Comment comprendre le fait que l'histoire du Cameroun ne soit pas enseignée dans ce pays? L'histoire de ce pays. Les programmes d'histoire au Cameroun sont encore assez extravertis. Autrement dit, on enseigne plus l'histoire des autres que notre histoire à nous-mêmes. Il est plus facile pour un enfant de vous parler de la révolution bolchevique, de vous parler de la tour Eiffel, que de vous parler des affaires de ce pays. Comment comprendre la méconnaissance que les Camerounais ont de l'histoire de leur pays pour ne même pas faire allusion aux grandes figures de l'histoire? Comment comprendre que l'histoire de notre pays soit largement dévalorisée dans les programmes et manuels d'histoire du système éducatif camerounais? Comment comprendre cette léthargie qui semble s'être emparée de tous les Camerounais pour ce qui est des questions nationales? Sur les 249 leçons que comporte le programme d'enseignement au Cameroun, aucun ne porte sur le passé nationaliste du Cameroun, ni même sur l'histoire du Cameroun. Au primaire, l'enseignement de l'histoire est majoritairement centré sur l'histoire du Cameroun, avec 26 leçons sur 42, 61%. Par contre, pour ce qui est des leçons consacrées explicitement au nationalisme camerounais, on n'en recense que 4 sur les 42 que compte le programme, soit 9,5% des leçons. Sur les 164 leçons d'histoire enseignées de la 6e en terminale, 32 sont consacrées à l'histoire du Cameroun. Les 132 autres leçons sont consacrées à l'histoire des autres pays d'Afrique et à celle du reste du monde. Voici ce qu'on enseigne en histoire. Terminale. Les problèmes du tiers-monde au plan politique, économique et socio-culturel. Première leçon. Le Cameroun de la réunification à l'État unitaire. Deuxième. Le Cameroun britannique de la tutelle à l'indépendance. Le Cameroun français de la tutelle à l'indépendance. La décolonisation des autres colonies d'Afrique. La décolonisation de l'Afrique noire francophone et anglophone. La décolonisation du Maghreb. La création de l'État d'Israël et les problèmes du Moyen-Orient. Les facteurs de la décolonisation. L'affrontement entre les deux blocs et les tensions internationales. Le Japon après la Deuxième Guerre mondiale. L'URSS face aux problèmes de reconstruction. Les pays européens et le plan Marshall. Le règlement du conflit et le rôle de l'ONU. La guerre de 1939 à 1945 et le rôle de l'Afrique. Dernière, l'origine et marche vers la Deuxième Guerre mondiale. À l'analyse, il se dégage une logique décroissante suivant laquelle plus on progresse dans le parcours scolaire académique, moins une chance est donnée à l'apprenant de prendre connaissance de, ou alors de s'approprier la mémoire nationaliste à travers l'histoire proprement dite de ce pays. Dans un tel contexte, les conditions sont réunies pour, sinon véritablement faire oublier la portée et le sens des combats historiques, du moins créer et entretenir une confusion dans les esprits dommageables et la réhabilitation de la mémoire en termes d'histoire dans ce pays. Comment comprendre qu'on tient absolument à tenir caché aux Camerounais que la guerre d'indépendance du Cameroun a duré 16 ans et qu'elle a causé plusieurs centaines de milliers de morts chez les populations camerounaises? Comment comprendre que la guerre d'indépendance du Cameroun soit évacuée de la mémoire collective camerounaise et que c'est dans de toutes petites leçons dont on ne parvient même pas à achever qu'on a choisi de manière subtile les noms des personnes qui vont y figurer? Comment comprendre le fait que la plupart des productions, ouvrages, documentaires de chercheurs présentent toujours la décolonisation de l'Afrique noire francophone comme ayant été pacifique, sans préciser l'exception du Cameroun? Qu'est-ce qui explique le fait que le Cameroun n'a connu que 2 programmes d'histoire dans l'enseignement secondaire général? Le premier datant de 1963, modifié fondamentalement en 1990 pour laisser la place au second qui est en cours. Et ce qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, on apprend que désormais, l'histoire de la classe de terminale va s'enrichir d'un nouveau programme. Module 3,
Dossier 6, les grandes figures du nationalisme camerounais, les hommes et les œuvres. Premier homme à étudier, Omniobé. Deuxième, John Goufontia. Dossier 7, on parlera d'Amadou Ahidjo, l'homme et les œuvres. Leçon 19, le Cameroun de 1982 à nos jours. On parlera de la vie politique, l'avènement du renouveau, le putsch de 1984, évolution de la carte réformée administrative, ouverture démocratique. Sur le plan économique, on abordera la question du libéralisme communautaire, que vous connaissez tous, version modifiée, la récession économique, la vie sociale, éducation, santé, sport et culture. Dossier 8, c'est le plus important, on parlera de Paul Biya, l'homme et l'œuvre. Quelle est la définition de l'histoire, s'il vous plaît? La connaissance du passé basée sur les écrits. Merci à vous, Charlemagne Bachou. Paul Biya est-il déjà dans l'histoire? Paul Biya est-il déjà entré dans l'histoire? Paul Biya est-il déjà mort ou pas? Paul Biya a-t-il fini son mandat? Paul Biya a-t-il réalisé? Les historiens y travaillent-ils déjà? À quel moment doit-on introduire Paul Biya dans les livres d'histoire aujourd'hui au Cameroun? Comment expliquer cette façon de faire? Que dit la commission qui vote et qui travaille autour justement du livre au Cameroun, madame, messieurs? La réalité est bien posée ce matin. Mais surtout, le regard que Charles Hamel porte aujourd'hui sur la question même de l'histoire, ce qui est enseigné dans nos établissements, comment doit-on justement l'apprécier? Maman Bengan Kandji, ceci également vous concerne au premier chef. Comment l'appréciez-vous aujourd'hui? Avec tout ce qui a été élucidé ici par Charles Hamel Bachou, on va dire le chapelet qui a été égrené sur les matières au programme d'histoire pour seulement la case de terminale. Est-ce qu'on est là dans une construction d'un Camerounais qui maîtrise son histoire soi-même ou l'histoire des autres? Non, nous sommes dans un processus qui tend à effacer de la mémoire collective des Camerounais tout ce qui peut leur permettre d'éveiller leurs sentiments héroïques. C'est-à-dire, vous pouvez parler du nationalisme. Or, quand l'histoire entre dans ce schéma-là, ce peuple-là n'est plus un peuple, parce que ce peuple n'aura plus d'âme. On est en train d'amener les Camerounais vers un peuple qui n'a pas d'âme. Et un peuple qui n'a pas d'âme est une population. Donc, on va vous dire, oui, il y a des gens, vous n'êtes plus un peuple. Parce que votre âme a été, j'allais dire, sortie de votre être. Quand votre âme sort de votre être, il vous reste l'esprit, parce que vous vivez, vous respirez, et le corps physique qui va disparaître, c'est tout. Et l'esprit qui reste est enveloppé dans les églises de réveil, dans des considérations qui n'apportent rien dans la vie de l'homme. Donc en réalité, vous serez là comme des silhouettes. Que faut-il faire? La première chose à faire, c'est de se lever contre le régime qui vous amène dans cette perdition. Parce qu'il faut bien utiliser le mot, c'est la perdition. Je vous disais dernièrement que je ne sais pas ce que les UP6 ont, mais je comprends pourquoi on les combat. Je me suis rappelé de la sortie du professeur Charlie Gabriel Mbok en août 2014. Il faisait ressortir ce que les dirigeants de l'UPC de l'époque, qui venaient d'être élus dans un congrès, je pense c'était en juin 2014, Victor Onana et Luca Basile. Il disait qu'il faudrait que les Camerounais se préparent à une alternance au sommet de l'État sans violence. Je reprends bien là les propos de Charlie Gabriel Mbok. Alternance sans violence au sommet de l'État, déclamé en août 2014. Nous sommes nombreux à déposer, mais les UP6 là, c'est quoi leur projet? Donc les gars, ils étaient dans leur sujet. Et ça n'a pas tardé. Le président Paul Biya organise le 50aire de la réunification à Buea. D'abord, on organise ça en retard, mais on fait défiler les Camerounais qui sont nés en 1982. Mais bon, moi, c'est vrai, nous, on calcule avec les bâtonnets, mais pour le calcul, l'arithmétique, là, je connais un peu. Et justement, 82, 2014, ça ne fait pas 50 ans. Et le lien avec les enseignements Bonbon Benga? Non, mais c'est ça. Parce qu'on préparait donc le Cameroun à dire que
comment on veut faire défiler les gens pour fêter le cinquantenaire de la réunification du Cameroun, et on fait défiler les gens qui sont nés en 1982. Il fallait au moins faire défiler ceux qui sont nés en 1961, même si la fête du cinquantenaire a eu un retard de 4 ans. Était-il encore vivant? Oui, mais tout à fait. Donc ici, par exemple, j'ai entendu Charles Lamé parler d'histoire de réunification de Fontia. Qu'est-ce qui se passe? S'il faut vraiment donner l'histoire, il faudrait dire, par exemple, que ce sont les Anglais qui ont chassé les Français du Cameroun, qui ont chassé les Allemands du Cameroun, ce ne sont pas les Français. C'est les troupes commandées par le brigadier général Dobel qui prennent Douala en septembre 1914. Et ces groupes installent, Douala devient leur principale base. Et ils continuent à prendre toute la région du littoral cette année-là. Et ce sont les troupes britanniques également, commandées par le général Georges, qui pénètrent Yaoundé le 1er janvier 1916 et seront rejointes une semaine seulement plus tard par les troupes françaises du général Emmerich. Donc en fait, jusqu'en 1916, lorsque les négociations commencent, toute la région du littoral, Yaoundé et presque toute la région du centre étaient zone anglophone. Le littoral est d'ailleurs resté la zone anglophone pendant 2 ans. Donc, quand vous n'apprenez pas ça aux enfants, et de dire par exemple que la France vient négocier avec les Britanniques, que mes frères, nous n'avons pas l'accès à la mer. La France était à Lubangui-Chari, que vous appelez RCA, et au Tchad. C'est justement dans ces négociations-là que les Britanniques, sachant qu'ils ont le Nigeria qui est assez large, se sont contentés de ce que vous appelez le Cameroun occidental. Ils ont laissé à leurs partenaires français parce que Première Guerre mondiale, ils sont ensemble. Ils se disent que bon, c'est nos frères. On est ensemble. Donc, c'est comme ça que la France doit donc avoir accès à la mer et on lui donne la province, la région du littoral aujourd'hui et Yaoundé et tout ce que vous avez. Donc, quand vous apprenez ça aux enfants aujourd'hui, ils vont se dire justement que pour liquider l'héritage colonial, par exemple, nous devons nous parler. Alors, comment les étrangers, eux, ils parlent pour se partager notre pays. C'est fait à dessein Oui, par le régime ou c'est fait à dessein par le colon? C'est fait à dessein par le colon et c'est pour cette raison, même certains de nos téléspectateurs qui ne nous comprennent pas, quand je dis que l'ennemi principal du Cameroun, c'est pas Paul Biya, c'est la France et que Paul Biya gère le comptoir colonial, on commence à dire, oui, prenez-vous. On peut enlever Paul Biya, on le remplace par, je ne sais pas, Femme Ndongo, ou Sadi Outi, ça ne va rien changer. Ou par Bello Bouba, ça va changer quoi? Donc, en fait, quand le Drian vient, il réunit les opérateurs économiques du Cameroun au JICAM. Il leur dit, préparez-vous à investir dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors que la guerre continue. Vous voulez qu'on mette dans un livre d'histoire? Non, je veux dire qu'il faut apprendre aux enfants. Si on leur apprend ça aujourd'hui, ils vont s'entendre. Est-ce qu'on peut également en vouloir aux historiens camerounais? Non, ils en ont, non. Ils en ont, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisamment enseigné et encadré? C'est la France à la base. Oui, justement, parce que nos historiens se comportent comme les universitaires. Ils ne veulent pas se comporter comme des intellectuels. L'intellectuel sort des amphithéâtres pour se positionner en conscience dans la nation, dans la société. Or, nos historiens ne veulent pas le faire. Pour le cas précis, on doit changer des livres d'histoire parce que la région de Ndom en Sanaga maritime est une région où nos ancêtres avaient maîtrisé l'utilisation du fer. Et le fer quittait Ndom pour aller construire des pyramides en Égypte. Après, il y a eu une autre zone à Matombe, il y en a eu à côté de Fumban. Donc, ça c'est connu. Quand vous donnez donc aux enfants ces armes-là, ils sauront que depuis la préhistoire jusqu'à l'histoire, leur passé est glorieux. À ce moment-là, là on dit l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, les historiens camerounais vont écrire avec des arguments que non, c'était l'âge de la maîtrise du fer par les Africains. Donc en réalité, c'est ce qu'il faut enseigner. Et je termine par le milieu économique. Vous savez, le premier homme d'affaires qui avait donné 2 millions à Oumniobé en 1952, il s'appelait Kid Guillaume. Grégoire Ona le connaît, puisqu'il était l'ami de son papa en Banbayo. Oui. Je parle bien de Grégoire Ona. C'est lui qui a, par exemple,
créé la première flotte, donc le car Saviem, pour faire le transport au Cameroun. Il s'appelait Kid Guillaume, mais le Bassemé, Forso Victor a travaillé chez lui. Le grand-père de Bendeka était son chef garagiste. Donc plein de... Donc, des éléments, c'est des choses qui sont des faits qu'on doit donner aux Africains. Par exemple, la première industrie au Cameroun créée par des Allemands en 1885, c'était à Sombengue, une savonnerie. On a bien peur de le faire toute une histoire justement sur le plateau aujourd'hui. Non mais attendez, quand la mère m'a énervé. Non, c'est pas énervé. Vraiment, je vais demander à Madame Kabola de ne pas... Je vais demander aux enseignants de... En lisant les messages des téléspectateurs tout à l'heure... Moi, je remercie Charles Lamel pour avoir si ça m'aide, même comme ça m'énerve. Non, mais soyez pas en colère. Qu'un président de la République admette ça, et même la commission qui a proposé ça, mais il faut mettre les gens là en tôle. Merci beaucoup. Allez, madame, il faut les mettre en prison. Vos commentaires dans un instant, mais avant la pause. Bon retour à vous, madame, messieurs. Vous le savez, le Cameroun reste en mouvement. Et le Cameroun a des grandes réalités aujourd'hui. Et on parle encore de l'histoire du Cameroun, l'histoire au programme. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Qu'est-ce qu'on enseigne aux Camerounais d'aujourd'hui et de demain en même temps à travers les ouvrages scolaires? Quelle appréciation les parents que vous êtes, que nous sommes, nous faisons aujourd'hui? Est-ce qu'on enseigne véritablement à nos histoires, à nos enfants, l'histoire de ce pays ou de cette terre? Et aujourd'hui encore, on nous parle simplement de l'histoire de l'Israël. On peut parler quand même de culture générale, non? Dans la globalité, non, Dominique Audrey? Oui, on pourrait, mais maintenant... Israël, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, la France, etc. L'URSS, ça peut participer quand même à la culture générale ou pas? Ça participe de la culture générale, oui. Mais ça ne doit pas être le programme qu'on enseigne à des enfants. Monsieur Mbachoua a terminé sa colère en posant la question de savoir c'est quoi l'histoire. En un mot ou en deux, l'histoire c'est le passé. C'est tout, c'est le passé. L'histoire, si on veut être encore plus long, ce sont des écrits, des récits par lesquels des hommes et des femmes essayent de transmettre ce qui s'est passé dans des temps révolus. En français, c'est tout ce qui est derrière nous. Oui. C'est ça qui constitue l'histoire. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères, de nos petits frères, de nos enfants ratent les examens de baccalauréat parce qu'ils n'ont pas eu la note en histoire. Et parce qu'ils n'ont pas retenu la révolution russe, bolchevique russe, parce qu'ils n'ont pas compris en quoi consistait la création d'Israël en réalité. C'est pour ça qu'ils échouent. Ils échouent également parce qu'ils n'ont pas pu restituer l'histoire, le rôle de l'Afrique au moment de la guerre. Et moi, je suis heurtée. Depuis le départ, de toute façon, ces matières, je n'ai jamais compris, ça n'entrait pas dans ma tête. J'ai été heurtée parce que lorsque vous parcourez même ce qui fait office d'histoire, ce qu'on nous impose comme histoire, comme culture générale, que en parlant même de cette guerre-là, l'Afrique n'a pas eu un rôle glorieux. Pourtant, on se rappelle de comment est-ce que ça s'est passé. Dans cette histoire qu'on nous a imposée, que la France décide de nous faire étudier ou bien de faire étudier à nos jeunes frères, on nous apprend que tout ce à quoi a servi l'Afrique, c'est de produire les matériaux pour construire la bombe atomique. Ils ont produit le cuivre, ils ont donné l'uranium, ils ont donné l'aluminium, ils ont donné le fer et ils ont servi de base arrière à des camps militaires, l'Afrique du Nord notamment, et c'est tout. Et dans le reste du chapitre qui va de 1939 à 1945, on continue simplement de vous parler de l'Italie, on vous parle de l'Espagne, on vous parle de la France, on vous parle de tous ces pays-là. Où est l'Afrique? Un lavage de cerveau en même temps pour vous faire idéaliser un monde qui n'est pas le vôtre. En bonne et due forme. Tous les jours, Mbombok le déplaint ça ici, que l'Afrique n'a pas de préhistoire. Mais non, l'Europe n'a pas de préhistoire. L'Europe n'a pas de préhistoire. Mais malheureusement, pour nous, chez nous ici, on leur a donné tout ça. Et pour nous, on l'a complètement effacé. Rendez-vous compte qu'au Burkina Faso, ou en Guinée-Conakry, et même au Rwanda, ce n'est pas la même chose.
La culture générale, oui, on le fait de façon ramassée en 1-2 chapitres où on globalise tout ça. Mais le reste, au Rwanda par exemple, aucun enfant là-bas ne sait en quoi consiste le génocide. Tous ces enfants maîtrisent l'histoire de leur pays. Au Cameroun, malheureusement, vous n'entendrez jamais parler des guerres qu'a connues le Cameroun. Vous n'entendrez jamais parler de ce qu'a été le maquis. On va le faire en une phrase et basta. Pourquoi? Parce que on a peur de révolter, on a peur de susciter justement de l'émoi en chaque Camerounais. On a un journaliste français. On ne veut pas que vous sachiez que, en fait, les Camerounais, à la base, sont des combattants, sont des personnes fortes, sont des personnes décisives qui savent où elles veulent aller. C'est pour ça que peu de Camerounais savent, en réalité, quelle était l'histoire de l'UPC. C'est pour ça qu'on ne veut même pas qu'on en parle. Il y a un journaliste français, Deltombe, j'ai oublié Thomas Deltombe, qui a écrit avec les auteurs du livre Cameroun que ni la France, ni le Cameroun, aucun de ces deux pays-là n'a reconnu toutes ces années de guerre que M. Bachou a énoncé. François Fillon est allé même juste en 2009 nous dire à Yaoundé que tout ça c'était des inventions. Le maquis c'était une invention. Toutes les guerres que le Cameroun a eues c'était des inventions. Personne n'est mort, tout simplement. Donc allez voir la géographie qu'on enseigne à nos enfants. On vous parle du tiers-monde. Vous pensez qu'un pays, la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'on ne sait pas à quel endroit on peut trouver telle matière ou telle autre matière. Là-bas on ne leur enseigne pas ce qu'a été le Cameroun. Vraiment, ils n'ont pas besoin de ça parce que ça ne les aide pas. Mais chez nous ici, malheureusement, on n'a pas de musée qui va pouvoir nous restituer l'histoire en réalité. On n'a pas d'archives, on n'a aucune image de rien, de personne, rien. Le Cameroun n'existe que je pourrais peut-être tout à l'heure vous faire partager avec moi une idée qui m'a toujours hanté. Laquelle? En tant que journaliste. Je ne comprends pas comment on peut avoir des écoles. Et je me suis demandé, est-ce qu'on ne peut pas instaurer dans des programmes scolaires les cours d'actualité? C'est-à-dire, chaque matin, dans chaque classe, que l'on instaure les cours de l'actualité, les cours d'information. L'information du jour. L'information du jour en réalité. Parce que, souvenez-vous, rarement dans les salles de classe, les enseignants vous demanderont qu'est-ce que vous avez écouté aujourd'hui à la radio ou qu'est-ce que vous avez justement regardé à la télévision en termes d'information. On vous fait des cours orientation Cameroun. On vous fait le chinois, alors qu'ici, on n'a même pas de langue. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne savent même pas quelles sont leurs langues. On leur parle le chinois, l'italien, machin et trucs. Comment vous appréciez justement cela, Karine Sontier, aujourd'hui? Pas d'histoire du Cameroun dans nos ouvrages, nos enfants, nos petits frères. Le Cameroun perd-il ses enfants consciemment? Peut-être que le Cameroun a même déjà perdu un de ses enfants et on ne dit pas la vérité. Parce que du point de vue historique, du point de vue de la connaissance. Je vais expliquer pourquoi je le dis. Je commence avec le début de Dominique Audrey. Elle a essayé de définir un peu ce que c'est que l'histoire. Ici, l'histoire, c'est vraiment la connaissance du passé. Ça veut dire que le passé, il peut être écrit, dessiné, peint, mais c'est le passé. Très bien, merci. Oral, ça peut être le passé. Si c'est la connaissance du passé, ça veut dire que si on enseigne notamment les œuvres du président Paul Biya au Cameroun, ça veut dire qu'il est dans le passé. C'est pour dire que s'il est en vie, il faut qu'on précise que peut-être c'est l'histoire contemporaine. Maintenant, s'il n'est plus, qu'on précise aussi que c'est parce que, vous voyez, parce que si parce qu'il n'est plus, on introduit rapidement. Oui, parce qu'il n'est plus, on introduit rapidement. Parce que mettre l'introduit dans les cours d'histoire, ça veut dire que quelque part, on veut parler des choses de quelqu'un qui n'existe plus. Parce que lui-même, s'il est là, il est là pour témoigner de ce qu'il a fait. En principe, moi, je reste de là. Quand quelqu'un est là, il est capable de témoigner. C'est pour ça que Kadji de Fosso lui-même racontait son histoire, parce qu'il était là. Maintenant qu'il n'est plus là, on a les écrits pour témoigner de son histoire. C'est pour cela que, notamment, lorsque on parle souvent sur ce plateau, les gens ne comprennent pas certaines choses. Il y a des endroits au Cameroun, il y a des territoires au Cameroun dont les colons ont eu du mal à pénétrer. Tout à fait. Ils ont eu du mal, en fait, ils n'ont même pas pénétré. Mais on n'enseigne pas ça. On n'enseigne pas ça. Mon village, par exemple, ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. Mais on n'enseigne pas ça. Parce qu'on vous dit que toute la partie ouest du Cameroun était francophone.
toute la partie littorale du Cameroun était francophone. On ne montre pas les exceptions pour que les Camerounais comprennent que finalement, on a des histoires glorieuses. Donc, finalement, pour montrer la faiblesse de l'Occident. Il y a au Cameroun un endroit qui devrait être glorifié, sanctuarisé, sur lequel tout le monde devrait aller se recueillir à un moment donné de l'année. Et c'est les chutes de la Méché. Et si quelqu'un n'a pas compris que c'est notre endroit de pèlerinage, on ne va jamais s'en sortir. Pourquoi? Parce que c'était un endroit où on tuait les gens, on jetait. Parfois, on jetait même des personnes vivantes. Les Camerounais qui étaient réfractaires à la présence du colon. Donc, on les jetait vivants. Voilà. Et si les personnes sont arrivées qu'il y a leurs âmes là-bas, et les Camerounais devraient aller se recueillir pour faire une rencontre avec notre histoire. Parce que si on ne fait pas ça, jamais on ne pourra l'enseigner. Vous ne pouvez pas enseigner les choses que vous ne connaissez pas. Maintenant, il y a des chefs comme les chefs Kemajou, par exemple, qui se sont opposés à l'installation des colons au Cameroun. Mais on n'enseigne pas. On n'enseigne pas, on fait comme si ça n'a jamais existé, que quand le colon est arrivé, on a ouvert les bras, que venez vous installer, on vous attendait. Daniel Kemajou avait dit non au plein pouvoir, idiot. Tout à fait. Étant président de l'Assemblée, non au plein pouvoir, qu'on ne donne pas le plein pouvoir. Il y a l'histoire économique du Cameroun, mais c'est une histoire vraiment fantastique. La statue qui est ici au niveau du feu rouge Bessengue, c'est Ebele Kondo, et c'est le premier opérateur économique dans la ville de Douala. Combien le savent? Les gens passent là-bas et disent que c'est une statue comme ça que les gens ont décidé de placer là-bas comme ça. Et pourtant, c'est toute une histoire. Même sur la statue, on n'a pas plaqué ce qu'il a fait. Même pas son nom. La mairie de la ville de dire dès qu'on place une statue, on met une plaque à côté où on décrit l'histoire, même si c'est avec des graffitis. On décrit l'histoire de la personne. On ne met pas les statues pour mettre. Je vais continuer, Michel Gachou, s'il vous plaît, en parlant un peu de Koloko Lewis. Vous connaissez pourquoi on appelle cette rue la rue Koloko? Parce que c'était quelqu'un qui était spécialisé dans la forge de la ferraille. Tout à fait. Pourquoi est-ce que cette rue, on n'enseigne pas ça? C'est pas important qu'on le sache. On l'appelait même le roi de la ferraille. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas? C'est pas important que les gens le sachent. Aujourd'hui que Kaji de Fosso est mort, pourquoi on ne parle pas de l'industrialisation du Cameroun? Le début de l'histoire de l'industrialisation au Cameroun. Pourquoi on ne parle pas de ça? On ne parle pas de Yves Michel Foto avec les industriels camerounais. De Foto Victor, par exemple, avec Ferman Kram et autres. On ne parle pas. C'est pas important pour parler de l'histoire de l'économie du Cameroun. L'histoire du Cameroun commence en 1982. Ou alors c'est 1982 qui est important. Il y a autre chose qu'on n'a pas enseigné dans notre histoire. Commence en 1982. Monsieur Ngachou, il y a des choses qu'on n'a pas enseignées dans l'histoire. Il faut qu'on enseigne aux gens pourquoi la région du Kribi est dans la région du sud et pas dans le littoral. Il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens pourquoi le peuple Bassa est divisé dans 3 régions et pas dans une seule. Il faut expliquer, mais on ne veut pas. Parce qu'on sait que si on vous explique tout cela, vous allez avoir un regain de conscience et vous allez vous dire que certainement nous avons été bernés depuis longtemps et vous allez réclamer ce qui vous est dû. Le plus dur aujourd'hui, c'est de retrouver ces éléments. Vous parlez pour le libéralisme communautaire. Dans les ouvrages d'histoire de 2020 aujourd'hui. Et il y a une chose qui a été mentionnée sur le plateau à l'instant, il faut bien le dire. On nous parle de quelqu'un qui est encore vivant, enfin qui est supposé être vivant. Et maintenant, faisons le lien rapidement avec le fait qu'il n'est pas présent à l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Est-ce qu'on tenterait de nous dire véritablement qu'il est rentré dans le livre d'histoire aujourd'hui parce qu'il n'est plus? La question justement est posée parce qu'on est quand même libre également dans ses analyses et ses commentaires. Regardez et observez. Alors Charles a même battu de façon réelle et concrète. Peut-on avoir le sentiment aujourd'hui que tout est bien parti pour aller en couille? Peut-être le mot n'est pas bien placé. Pour qu'on puisse déstructurer le Camerounais, le déculturer et surtout l'acculturer aujourd'hui. Monsieur Michel Ngachou descendait dans la rue et demandait à un enfant qui est bébé Idi. Juste ce nom. Qui est bébé Idi. J'ai dit, on a quoi, non? Descendez là, vous descendez. Vous trouvez n'importe quel comme bébé Idi, c'est qui? Il a aussi marché. Gongo Sodine, c'est qui? Posez des petites questions, n'allez pas loin. Vous allez vous rendre compte qu'on a effacé la mémoire collective parce que l'État du Cameroun s'est donné pour mission pendant plus de 30 ans d'être le seul rédacteur de l'histoire du Cameroun
qui a abouti à une image, M. Michel. Mais l'État du Cameroun je va la France. J'invite la régie à vous hein. faire voir une image. On a enseigné à l'école pendant près de 6 ans, M. Michel Ngachou, à nos élèves. Si la régie peut vous faire voir cette petite image pour qu'on puisse... Voilà l'image. L'histoire de Wamakoul au stade Omnisport, M. Michel Ngachou. On a enseigné ça aux enfants de l'école primaire qui lisaient, je m'en vais lire. Je prends juste un paragraphe. Subitement, sur un violent tir de Mba, l'ailier d'Aigle, Matouke, le goal de canon plongea dans le vide. L'action était si éclatante que Wamakoul s'est mis à crier bravo, bravo, bravo. Comme Mbame, sans remarquer que tout le terrain était calme. Tout le terrain enfin, l'endroit où il se trouvait. De l'autre côté, il y avait bien un mouvement de gaieté. Wamakoul fut refroidi de son enthousiasme par un coup de genou dans le dos. Point. Si tu es Bamileke, lui dit son agresseur, on va te faire perdre tes plumes. Pardon? C'est là, voilà le texte. Si tu es Bamileke, lui dit son agresseur, virgule, on va te faire perdre tes plumes. Voilà ce qu'on enseigne. Voilà ce que l'État du Cameroun a mis dans les cours. Il faut regarder. C'est dans quel... Wamakoulisme, on parle du Wamakoul depuis M. Michel Ngachou. Oui. On a enseigné ça aux élèves à partir de C2, C2, C1. Les enfants ont bûché ça. Si tu es Bamileke, lui dit son agresseur, virgule, on va te faire perdre tes plumes. Point. Analysez. On le fait. Alors, M. Michel Ngachou, on a vidé l'école de sa substance pour y planter les germes du tribalisme. C'est ça qui nous anime. Et de la haine. On n'a pas dit au Cameroun que aux Camerounais que lorsque vous arrivez à Bafoussam, sur 100 habitants à Bafoussam, 30% sont bassins. Les gens ne savent pas qu'il y a plein de bassins à Bafoussam. Ils sont nombreux à Bafoussam. Parce que les gars passaient par Ndokpima, Borbé, Nkak, vous sortez directement. C'est la route que Ruben Oumioba avait pris pour aller à l'Ouest Cameroun. On ne le dit pas. On ne dit pas ça aux Camerounais. Ils ne disent pas. C'était parti du colonel Lamberton qui avait dit le Cameroun, ça va vers les indépendances, avec un caillou dans sa chaussure. Anzé Tsunga à l'époque demande c'est qui? Il dit c'est les Bamileke. Parce que chez eux, chacun connaît quelle est sa place. C'est l'autre qui est roi, je suis serviteur, jamais il y aura un mouvement. Nous aspirons à une société qui doit bouger. Disons la vérité. Voilà les germes du tribalisme. Vous allez chercher loin, c'est depuis le primaire qu'on enseigne, c'est le premier point. Deuxième point, M. Michel Ngachou. Bombok l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on ne veut pas que les Camerounais connaissent leur histoire, de peur qu'ils vont se relever. De peur qu'ils vont un matin se lever, comme le pays des hommes intègres, et dire, mais bon Dieu, où est-ce que notre pays est en train d'aller? Où est-ce que notre pays va? Aujourd'hui, on devait enseigner l'histoire des Noutchogwa. Qu'un enfant du Koumouen sait que je veux devenir un Noutchogwa, je veux devenir un Sowen, je veux devenir... Oui, c'est l'occasion. Un Joseph Sac, voilà. C'est maintenant qu'on devrait le savoir dans ce pays. Qu'on devait vous raconter l'histoire de Douala, la construction de la ville de Douala. Les colons sont venus trouver un Douala indigène. Les gens sont arrivés, ils ont trouvé un centre des indigènes. Il y avait des gens qui administraient de manière politique, économique et culturelle les zones. Vous avez parlé de qui Guillaume tout à l'heure. Charles Lamel, vraiment, vous allez certainement remuer tellement que tout le monde l'appelait ce matin. Parce qu'il l'appelait l'ébéante aujourd'hui. Et à vous entendre parler justement, c'est plus qu'énervant, certainement pour les Camerounais qui nous regardent ce matin. Il faut le dire. De façon sincère, de façon concrète, est-ce qu'on ne peut pas en vouloir aux parents que nous sommes, nous-mêmes Camerounais, parce que nous ne sommes pas prêts à lire ce que nous-mêmes on impose à nos enfants comme des ouvrages dans nos écoles aujourd'hui? Je pose la question, bêtement. Vous savez, combien de parents savaient qu'on devait étudier cette année Paul Biya, l'homme et l'œuvre? En classe de terminale, combien de parents achètent les livres aux enfants? D'histoire. Combien? Achètent justement. Des livres d'histoire, combien? Pour ceux qui ont les moyens, ceux qui n'en ont pas. Oui, combien? L'enfant va rentrer et dire, hé maman, l'année si on a appris Paul Biya. La mère va dire, voilà, on filme, on met sur Facebook. 2 ou 3 commentaires, c'est passé. Donc tout ce qui intéresse les parents, c'est est-ce que tu as passé? C'est tout. Non, même c'est ça, cher ami, non. Les parents, même s'ils savent, est-ce qu'ils ont les moyens d'enlever? Non, mais, et même si ça, il n'y a pas d'action syndicale, il n'y a pas d'action de mouvement, il n'y a pas d'action de revendication. Que font les parents du Cameroun pour l'éducation des enfants du Cameroun? Lorsque, à partir des années 1978-79, les parents ont imaginé qu'on pouvait accompagner l'État en créant l'association des parents d'élèves, le gouvernement camerounais dit c'est une association facultative. D'abord, disait tous les parents n'ont pas l'obligation d'y adhérer. Parce qu'ils voyaient justement une volonté des parents qui peuvent se constituer comme une composante essentielle dans ce que vous appelez la communauté éducative.
chemin faisant, on y introduit des enseignants pour couper la velléité des parents qui pourraient apporter quelque chose dans le contenu de l'éducation qu'on donne, de l'instruction qu'on donne à leurs enfants. Maintenant, est-ce que les syndicats fonctionnent des enseignants? On les a bannis pratiquement à l'époque de Mbella-Mbappé. Il les a affectés de manière alambiquée, on les a tués. L'autre chose, quand Mongo Betty, quand les enseignants décident, et je cite les noms, je sais pas, M. Bayiha, il doit être quelque part, avec son ami, à l'époque, proviseur du lycée général Leclerc, il s'appelle Charles Boromé Etoundi, Lenjong Bongué, Jean-Marc Bukoko, ils décident de créer ce qu'ils ont appelé mutuelle de personnel des enseignants pour prendre le CPR, c'est-à-dire gérer cette entreprise pour l'administrer, pour donner le contenu des livres et pour amener les enseignants camerounais et les parents, comme vous dites, à faire comme disait Basekba Kobio, le maître du canton. Donc, les amener également dans la plume et la pioche, enseigner l'enfant dans son environnement. On lui a apporté les EDICEF. On est venu imposer EDICEF avec son contenu. On est parti de la méthode syllabaire à la méthode générale, c'est-à-dire qu'on n'apprenait plus à l'enfant. Effectivement. On lui dit Tamo va à l'école. L'enfant n'est pas obligé de savoir écrire Tamo va à l'école. Son problème, c'est seulement de dire Tamo va à l'école. Tamo va à l'école. Mais montre Tamo. Permettez-moi le sujet. Ça pouvait m'échapper. Permettez-moi. Il y a un plan pour enlever, pour vider les Camerounais de leur mémoire, de ce qui peut les amener à réfléchir. Et qu'est-ce qu'on fait donc? Les parents font donc quoi? Moi, je pose la question. Mais comment ça commence par la conscientisation maintenant. D'accord. Nous commençons par la conscientisation pour que ça aboutisse demain. Je ne sais pas moi, la contestation et quoi. Mais où sont-ils alors? Parce que pendant qu'on conteste. Mais vous avez entendu l'année dernière, oui, certains parents qui se lèvent disent qu'on doit apprendre à 6e, 5e les choses comme la fellation et la zoophilie. Ouais. Et ces parents qui se disent évoluer. Vous comprenez ça comment? Alors qu'il y a l'histoire, comme on vient de le dire ici. Pourquoi un Français, cours élémentaire première année, il vous dit que De Gaulle est le plus grand Français de tous les temps. Voilà. Il dépasse même Charlemagne qui a créé l'école. Voilà le petit Français de cours élémentaire première année. Il grandit avec ça. Et si Oumniobe c'est un petit maquisard, Wandje d'abord il a réussi de bon. Est-ce qu'en introduisant justement l'histoire de Paul Biya, actuel chef d'État au programme, l'homme et l'œuvre d'ailleurs pour le programme de terminale, oui, enfin pas l'homme et l'œuvre justement dans le programme d'histoire de terminale, est-ce qu'on est en train de vouloir justement nous montrer aussi que Paul Biya c'est certainement le plus grand homme de tous les temps que le Cameroun ait connu? Oui, c'est une légende, il faudrait faire entre une légende vivante dont il faudrait maculer M. Michel Ngatou le passage. Et vous allez retrouver là des propos d'une personne qui sait bien s'exprimer. Lui, on l'appelle le professeur Famendongo. Vous savez que là, à ce niveau, il peut vous sortir tout un programme scolaire. Ce n'est pas une moquerie. Je ressens quand même. C'est son domaine. La langue française, oui, c'est son domaine. Il va manipuler la langue. On n'a pas dit suffisamment au Camerounais, M. Michel Ngatou, que les Français, lorsqu'ils partaient, ont tout détruit. Ça, je le dis aujourd'hui à Mondo Vision, qu'en quittant le Cameroun, en laissant le Cameroun, ils ont tout détruit. Aujourd'hui, on demande aux enfants d'enseigner comme on a conçu telle école, tel lycée, tel ceci, tel cela. Ce qui a résisté, allez dans le nord-ouest. Vous allez voir ce qui a résisté. C'est ce que les Britanniques ont laissé, M. Michel Ngatou. Allez voir, vous allez vous rendre compte que c'est resté. Quand ils partaient, ils détruisaient tout jusqu'au pont. Allez voir, allez étudier, vous allez vous rendre compte. Cette histoire, pourquoi est-ce qu'on la cache? Pourquoi est-ce que le petit enfant de la CIL ne peut pas marcher en disant que voilà, je sais, il y a eu des modèles. Ces modèles sont partis. On doit raconter ces modèles. On doit parler de son propre prison, M. Michel Ngatou. Voilà au moins quelqu'un. Voilà des personnes dont on doit retracer l'histoire. Ils sont nombreux. J'ai de la peine sous le cœur. Vous savez que les grandes figures de l'histoire, certaines grandes figures de l'histoire, c'est à l'université, en 3e année qu'on enseigne en histoire. J'ai de la peine parce qu'on va peut-être s'arrêter là pour cette histoire. Ce matin, le temps d'aller justement sur la revue des réseaux sociaux et savoir exactement ce qui s'est passé ces derniers 24 heures sur Internet. Mais avant, 2 éléments quand même. Je ne sais pas si on peut le faire. Il faut ramener effectivement cette méthode que nous avions connue, B.A.B.A. à l'école, parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants de 7 ans, 8 ans qui ne savent pas lire. Première chose. Mais s'il vous plaît, ce qu'ils nous écrivent en français, même pour ceux qui sont en terminale, d'ailleurs on appelle certains
des ingénieurs de son. Parce que ce Monsieur qu'on vous restitue à l'école Gacho, en terminant, c'est avant aberrant. de dire chèvre, tu commences par dire mbwa. Oui, en Avant de réalité. dire chèvre, je dis d'abord dans ma langue. Si je Oui. me perds dans ma langue, je ne parlerai pas ta langue. Merci Qu'on beaucoup. enseigne nos langues. Et deuxième chose, bon Bengan, peut-être c'est l'occasion de le dire ici. Peut-être c'est l'occasion de le dire ici. Vous êtes aujourd'hui, on va dire, quelqu'un de très important. Il faudrait peut-être que le PDG ou encore que le DE le dise aujourd'hui. On a besoin justement d'un programme d'histoire ici pour suffisamment conscientiser ce peuple camerounais. Il y en a. Non, je vous dis, non. Bonbon Bengan, asseyez-vous, il faut penser, véritablement. Parce que c'est choquant. C'est choquant de se rendre compte qu'il y a des éléments d'histoire qu'on ne restitue pas aux Africains et aux Camerounais. Monsieur Michel Et nous Gacho, restons neutres à ne rien faire. Au-delà de la télévision, il y a ceci que un enfant de 2 ans ne peut pas regarder une émission d'histoire. Il faudrait qu'on introduise cela dans les les programmes. Les dessins, Effectivement. qu'on favorise la création Les des bandes bandes dessinées, dessinées. qu'on favorise, qu'on Les impose livres à tous pour les enfants. établissements scolaires qui nous regardent Merci. d'inclure dans leur programme des visites sur les Merci. lieux touristiques dans chaque ville. À Tchang, on peut aller chez Djomessi Mathias, ça doit leur parler. Charles Abel, on va pas ouvrir cette Vous voie là l'avez maintenant. fait, Merci monsieur beaucoup. Michel Gacho. Quel Mais est restons, commencer n'oublions pas qu'on est dans un talk show, madame, monsieur, et véritablement, lorsqu'on est dans un talk show, vraiment, on se dit tous ces éléments, on se dit toutes ces vérités. Et rapidement, dans un instant, bien sûr, avant la revue des réseaux sociaux, nous allons voir dans quelle mesure nous allons marquer une légère pause rapidement pour aller trouver de l'autre côté avec nous Consti Lamine qui viendra nous parler bien sûr de 1001 tapis. Et vous rappelez bien sûr que dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur, vous êtes nombreux qui aviez pris la peine hier en réagissant sur des sujets également qui ont retenu notre attention ce matin. Vous les connaîtrez dans un instant. Consti Lamine avec nous ce matin? Est-ce qu'il est avec nous? Pas encore? D'accord. La revue des réseaux sociaux, Karine Santia. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Petite pause, la réalisation me fait justement savoir dans mon oreillette qu'on ne peut pas aller avec la revue des réseaux sociaux. Le temps justement que tout se mette en place avec Consti Lamine et que nous puissions respecter, comme le veut bien sûr le conducteur du jour. Et on se rassure que tout est mis en place. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et bonjour à ceux qui ont choisi encore ce matin le magasin 1001 tapis et le concept Salaka. Je tiens déjà, bien entendu, chers téléspectateurs, à rappeler à tous nos clients qu'il y a bien entendu des tensiomètres qui sont en vente au magasin 1001 tapis, des tensiomètres que vous retrouverez à des prix vraiment dérisoires du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, un tensiomètre de qualité supérieure. Question de prendre sa tension, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit bien entendu dans son véhicule. On a besoin de temps en temps de prendre sa tension. Mais avec quoi devrait-on prendre cette tension-là? C'est avec un tensiomètre que voici, que vous retrouverez au magasin 1001 tapis. Il est d'origine, il est de qualité, il est moins cher. Vous l'avez au magasin 1001 tapis. Et les premières personnes à commander ce tensiomètre, les premières personnes à appeler pour se renseigner sur le tensiomètre vont recevoir gratuitement un fer à vapeur que voici. Oui, c'est le Salaka du jour. Je rappelle que les premières personnes qui vont commander le tensiomètre pour le compte de cette semaine vont recevoir, bien entendu, chers téléspectateurs, un fer à vapeur du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite, chers téléspectateurs, continuer cette vente de ce matin tout en rappelant qu'il y a de la promotion. Nous allons tout de suite commencer par les tapis neufs d'origine turque. Vous les avez à 17 000 francs. C'est le prix normal, mais comme il y a toujours la double réduction magasin 1001 tapis, vous les avez à 15 000 francs. Ces tapis d'origine turque, c'est des grands tapis, c'est neuf, c'est dans l'emballage. Ça coûte normalement 17 000 francs, mais comme nous sommes en pleine double réduction, vous les avez à 15 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à un fer à vapeur. Il est mignon, il est stylé, il est nyanga. Au lieu de 7 500 francs, vous l'avez à 7 000, ce fer à vapeur de qualité du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Le temps pour nous d'avoir des images à l'écran. Nous rappelons à nos téléspectateurs, nous sommes toujours en pleine promotion du côté du magasin 1001 tapis et c'est la véritable double réduction au magasin 1001 tapis. Les fers à vapeur, voilà, merci à la réalisation. Ce fer à vapeur, le prix normal est de 7 500. Le prix de la double réduction
est de 7000 du côté du magasin 1001 tapis. Le temps de vous rappeler qu'il y a encore quelques jours pour cette double réduction. Un grand woofer, il a 3 baffles, une sortie USB, une carte mémoire, radio et télécommande. Il coûte normalement 35 000 francs, mais vous l'achèterez, chers téléspectateurs, à moins de 35 000 du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Les robots mixeurs 2 balles, oui, un robot mixeur 2 balles pour les étudiants, pour les élèves, les restaurateurs, les hôteliers, les particuliers et même les revendeurs qui veulent acheter. Vous l'avez à moins de 12 000 du côté du magasin 1001 tapis. Un ordinateur complet pour les établissements, les élèves. La rentrée scolaire, c'est lundi. Équipez vos salles d'informatique avec des ordinateurs que vous avez à moins de 45 000. Au lieu de 45 000 francs, vous les achèterez à moins de 45 000 au magasin 1001 tapis. Les régulateurs de tension numérique en double réduction, vous les avez à moins de 16 000. La sécurité de vos appareils, la garantie de vos appareils passe également par un régulateur de tension numérique. Vous l'avez à moins de 16 000 francs au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, au détendeur intelligent IGT. Oh là 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 là, le seul détendeur intelligent qui parle. Bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir. Vous l'avez à moins de 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Ça réduit la consommation du gaz, ça contrôle l'évolution du gaz, ça permet d'éviter les fuites du gaz. Vous l'avez à moins de 12 000 francs au magasin 1001 tapis. Un laptop Core i5, au lieu de 135 000 francs, vous l'avez à 130 000 au magasin 1001 tapis. 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, un laptop d'origine, un laptop de qualité à 130 000 francs, le grand robot mixeur 2 balles. Regardez bien ce robot mixeur. La particularité, c'est quoi? Le bol à eau à 6 lames, le bol à sec à 4 lames, vous l'avez à moins de 24 000 francs. Le stock est en train de s'épuiser au magasin 1001 tapis. Les clés USB 32 Go. Au lieu de 9 500 francs, vous les avez à 9 000. Cette clé USB neuve dans le carton avec garantie, vous l'avez à 9 000. Au lieu de 9 500 francs, c'est 32 Go et nous vendons avec garantie. Les ordinateurs complets, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD, écran plat 17 pouces, vous les avez à moins de 45 000 francs parce que c'est toujours la double réduction au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Les grands fers à vapeur de 12 000, vous les achèterez à moins de 12 000 francs dans le cadre de la double réduction du côté du magasin 1001 tapis. On continue avec bien sûr des imprimantes. Non seulement elles scannent, elles photocopient, elles impriment, elle est neuve, elle est dans le carton, vous l'avez à moins de 35 000. Ce n'est pas une imprimante d'occasion, elle est d'origine, elle est neuve et nous la vendons avec 6 mois de garantie. Une imprimante à moins de 35 000 francs, ça se passe à 1001 tapis et nulle part ailleurs. Livraison dans tout le Cameroun. Les bouloirs, au lieu de 6 500, vous les avez à 6 000 francs. C'est un magnifique bouloir en inox avec garantie au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. On parle également du ouf. Wapulate Sangando, Wapulate Sengale Radio Equinox. Allendez au magasin 1001 tapis. Anda ouf, moins de 35 000 au magasin 1001 tapis. On est également toujours dans ce magasin, chers téléspectateurs. On est également bien entendu des rallonges à partir à moins de 6 000 francs, des lustres et plein d'autres articles du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les ouf à moins de 35 000, les laptops à partir de 130 000 francs. Et n'oubliez pas le tensiomètre. Chacun doit prendre sa tension. Avec ce tensiomètre, quand vous l'achetez, on vous donne un fer à vapeur. Merci et bienvenue au magasin 1001 tapis. N'oubliez pas le tensiomètre. Merci à vous. Allez, merci. Merci infiniment pour ce passage. Madame, Messieurs, nous vous le disions à l'instant, nous revenons avec la revue des réseaux sociaux à l'instant pour mieux comprendre les réalités du Cameroun. Vous qui êtes tous les jours justement dans une espèce d'expression, mais surtout de réaction aux différents sujets qui gravitent autour du Cameroun. Karine Santia, nous vous écoutons. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse premièrement au sujet de Maurice Kamto. Sa sortie d'hier aux 20h d'Equinox fait parler les internautes.
le 28 septembre hier, une vidéo qui a fait le tour de la toile, notamment montrant les conditions dans lesquelles le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun se trouve depuis plus d'une semaine. Et dans cette vidéo, notamment, il parle de cette condition. Il n'a pas été notifié et il a fallu rencontrer le délégué général de la Société nationale pour qu'il permette que les avocats le rencontrent. Et il aimerait que, notamment, que ses visiteurs puissent avoir un laissez-passer qui leur permettrait d'entrer et de sortir de chez lui. On a préparé sur vous un petit extrait de cette vidéo qu'on vous permettra de suivre. En face, il n'y a qu'une pauvre famille qui vit dans sa concession, paisiblement, et qui ne demande qu'à vivre en paix. Ce siège a fait l'objet de critiques, de dénonciations qui n'ont jamais été entendues, puisque chacun se demande pourquoi et quel est mon statut aujourd'hui, le statut de ma famille. Depuis une semaine, personne n'entre, personne ne sort de chez moi. Un des gardiens qui était en service chez moi, qui est sorti hier, a été aussitôt arrêté et embarqué, alors même que son chef, qui était venu pour assurer qu'il puisse prendre sa relève, avait eu un long pourparler avec les autorités de police et de gendarmerie qui contrôlent la situation. C'est dire que dans ces conditions, personne de chez moi ne peut se hasarder dehors, d'autant plus que ceux qui font le siège le disent à haute et intelligible voix. Tous ceux qui mettent le pied dehors seront arrêtés. Voilà un peu ce que vous pouvez entendre dans cette vidéo et qui a permis notamment aux internautes de faire des commentaires. Il y en a qui disent qu'il pleure pourquoi aujourd'hui alors qu'il a demandé aux gens de marcher. Il y en a qui disent que c'est vraiment inacceptable que nous soyons dans un pays où on parle de liberté d'expression. Voilà. La liberté d'expression, est-ce que c'est ce qu'il aurait... ça justifie aujourd'hui qu'il soit maintenu en résidence, qu'il soit signé en résidence. Madame, monsieur, c'est également un sujet qui a fait le tour de la toile. Il y a quand même des commentaires, Karine? Il y a eu des commentaires, c'est dans le dossier. D'accord, très bien. Alors Dominique Audrey, comment vous analysez justement les réactions des internautes qui, depuis hier, n'arrêtent pas de réagir à la sortie de Maurice Kamto, et Equinos Télévision a eu l'exclusivité hier soir? Les réactions selon lesquelles il serait en train de pleurer, malheureusement, on est à la télé, je ne vais pas dire qu'elles sont stupides, mais je dirais tout de même que le monsieur en train de faire la vidéo n'est pas en train de pleurer. Il est en train de présenter l'état des lieux de la situation actuelle. Donc, c'est pour dire aux personnes qui sont sorties marcher suite à l'appel qu'il a lancé, que je ne suis pas sortie avec vous parce que j'ai été assignée à domicile. Je ne suis pas sortie parce que jusqu'aujourd'hui, je suis retenue sans avoir été notifiée et contre mon gré. Maintenant, il est que le monsieur, son vigile qui a été interpellé, il faut savoir pourquoi cet homme a été interpellé. Quelle est la situation de sa famille aujourd'hui? Pourquoi les autorités en charge des personnes qui sont de la police et tout, le contingent déployé à cet effet, est devant le chez lui? On a l'impression d'être dans un film américain où on a un terroriste qu'on a repéré dans une maison et il ne faut pas qu'il sorte. Si jamais il sort, ça va exploser de partout. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu de peur, tout simplement. C'est un aveu d'échec royal, tout simplement. Des personnes qui l'assignent à domicile. Ah, très bien. Parce que ça ne s'explique pas. S'il est aussi insignifiant, s'il est aussi minime et minimisable, et même minable si vous voulez, pourquoi l'empêcher de se déployer? Puisqu'il ne fera... Il y a quelqu'un qui m'a dit non, tout ce qu'il fait là, c'est un peu comme un cafard qui est en train de gesticuler devant une poule. Et le poulet va finir par manger le cafard. Mais si on le considère comme ça, qu'on le laisse donc se déployer, tout simplement, ça ne fera même pas l'effet d'un feu. Donc, qu'on le laisse tout simplement, ou bien qu'on le notifie clairement sur le pourquoi de cette sorte d'incarcération, parce qu'on a l'impression qu'il est dans une prison. Aucune notification, Charles Bathiou, le chef de l'État, pour certaines allégations,
n'est même pas au courant justement de ce qui se passe avec Maurice Kamto aujourd'hui. Et que ce sera le gouvernement qui est pris sur lui justement de le faire, notamment les ministres en charge des questions de sécurité au Cameroun. Comment l'analysez-vous? Alors, vous savez que Maurice Kamto enfermé est plus nuisible. Ils ne le savent pas. Non, ils le savent. Ils savent. Ils ont eu 9 mois d'insomnie, où c'était les grandes chancelleries qui appelaient. Il était au sujet dans toutes les rencontres de l'ONU, au sujet de l'Union africaine. Il était le sujet, le menu. Et beaucoup évitaient même de voyager cette période parce que lorsqu'ils arrivaient, c'était le problème de Maurice Kamto qu'on posait, parce qu'à l'international, c'est quelqu'un de suffisamment et de trop introduit, malgré le fait que excusez-moi l'expression, les communicateurs du dimanche, comme on les appelle bien, veulent démontrer le contraire. Je crois que ces stratégies qu'ils ont trouvées, ils ont préféré interpeller les militants, interpeller les autres, que le professeur Maurice Kamto, parce qu'en lui-même, il a plus de représentativité, excusez-moi l'expression, que les autres. Ça, il faudrait le voir. La preuve, vous voyez, depuis hier, on décrit que Bibou Nissak est torturé, vous suivez en termes d'impact et tout, d'autres on dit on est en train de libérer, on est en train de se plaindre, et vous vous rendez compte que c'est Maurice Kamto la cible. Le fait pour lui d'avoir fait cela, cette vidéo, atteste non seulement de la pression psychologique qu'il vit. Vous savez, mieux vaudrait vous mettre en Nobel. Là, vous êtes conscient que vous êtes incarcéré, il y a des choses, que d'être chez vous et n'avoir pas la possibilité de saluer, de sortir, de faire votre marche, votre sport quotidien, qu'on interdise aux uns et aux autres de pouvoir accéder chez vous. Et par-delà, vous avez tous les gens qui sont dans votre voisinage qui désormais vivent la peur au ventre, se disant que qu'est-ce qui à tout moment peut déclencher dans notre quartier. Sortir devient compliqué pour les voisins qui certainement ont été passés au crible. On a des questions, on les a auditionnées dans tous les sens, connaissant la vie, comment est-ce que vous vivez avec lui, comment est-ce que ça se passe. Donc vous savez, dans un quartier, comme tu l'as rappelé, vous la période où on avait interpellé, mais Bengon, vous vous souvenez que dans le quartier, dans son quartier, toute cette semaine, on se plaignait qu'il y avait des nouveaux colboxeuses, il y avait des nouvelles personnes qui étaient venues s'installer, il n'y avait plus de paix, vous sortez, vous contrôlez, vous entendez, vous contrôlez, vous dormez même parfois le matin, il y a des gens qui viennent toquer chez vous, donc ça avait créé une sorte de psychose. Présenter cette situation de la sorte, pour lui, c'est de dire aux Camerounais, écoutez, j'ai le moral haut. Parce qu'il a parlé en aucun moment, je ne l'ai vu baisser la tête. Il parlait en regardant la télé, M. Michel Ngacho. Il regardait la caméra qu'il filmait et il disait, voici la situation que je vis. Je demande une seule chose. J'accepte la condition dans laquelle vous me mettez, mais précisez, s'il vous plaît. Ou définissez pour ce qui sera de ma famille et de ceux qui viendront. Moi, je suis prêt à assumer. Définissez, est-ce que ma femme a le droit de sortir, d'aller au marché? Est-ce que mes enfants ont le droit de venir me rendre visite? Est-ce que mes cousins ont besoin? Si ce n'est que moi, la personne Kamto, il n'y a pas de problème. Alors, parce que ce jour, vous savez qu'avant de le faire, de chez lui, M. Michel Ngacho, il est déjà à sa 7e soutenance. La dernière soutenance qu'il a fait, qu'il a supervisée depuis chez lui, c'était en Suisse. En Suisse qu'il a supervisé. Donc, il travaille par visioconférence, il travaille et il a le moral haut. Très bien. Le Cameroun, désormais, a 3 présidents, M. Michel Ngacho. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les réseaux sociaux. Le premier est gardé par la GP, la garde présidentielle. Le deuxième est gardé par le GSO. Et le troisième est gardé par les gardes prisonniers. Et tous, finalement, n'ont pas la possibilité de sortir du Cameroun. Merci beaucoup. C'était pour blaguer. Je voudrais quand même, Mohan Bengan, lorsqu'on a regardé ces images qui ont été diffusées hier soir sur les antennes d'Equinox Télévision et repris aussi vite sur les réseaux sociaux, je lui se demander, est-ce que le professeur Maurice Kamto lui-même ne peut pas, désormais pour s'exprimer aux Camerounais, se servir véritablement de l'outil digital aujourd'hui? Parce que verrouillé partout sur les médias publics, notamment pour ceux qui sont connus, pour ceux dans lesquels lui contribue en tant que citoyen camerounais, il ne peut pas avoir accès justement à ces médias, par exemple bien sûr des chaînes nationales. Est-ce qu'il ne peut pas s'en servir vraiment des réseaux sociaux aujourd'hui pour s'exprimer et parler aux Camerounais, parler au monde? Non, mais... Bondier le fait, mais est-ce qu'il peut intensifier, j'ai envie de dire? Non, c'est lui qui connaît sa stratégie. C'est lui qui sait comment ils vont déployer. Vous avez constaté que je pense une semaine avant le 22, il avait demandé à ses militants de ne plus prendre les positions publiques, ni à la radio, ni à la télé. Ils n'ont plus parlé. Et en 2018, dans l'optique de sa prestation de serment, c'était les réseaux sociaux. Quand il parle au peuple camerounais le 31 décembre, le 10 février, ce n'est pas les réseaux sociaux. Donc il sait ce qu'il fait.
Très bien. Il sait ce qu'il fait. Et je pense qu'il connaît la posture de celui qui est en face. Parce que je vous dis souvent une chose. N'oubliez pas, en 1992, c'est Maurice Kamto et Akere Mouna qui avaient la charge de compiler les résultats du candidat de l'Union pour le changement. Lorsque c'est eux deux qui avaient interpellé le professeur Kontchou Komeni, qui donnait les tendances, en lui disant, mais ce n'est pas les tendances, les bonnes tendances là. Et de Kontchou de répondre en disant, ah oui, c'est vrai, j'ai confondu les chemises, j'ai donné plutôt les tendances des législatives de mars 92 au lieu de continuer avec les tendances de la présidentielle que j'ai. Et à cette période, il s'est passé quelque chose d'intéressant 2 semaines avant la présidentielle. Akere Mouna était allé rendre visite à son papa, Tande Mouna lui a dit, Akere, mon fils, vous allez gagner les élections, comment allez-vous faire pour prendre le pouvoir? Akere Mouna n'a pas répondu à son père. Bon, pour lui, il n'a pas insulté, mais il s'est dit que, mais papa, il voulait lui dire que votre temps est passé, on gagne les élections. Comment donc? Quand il vient, il rend compte à Maurice Kamto. Ils sont là. Donc, je veux dire, cet incident créé exprès par le pouvoir à travers Kontchou Komeni, il savait bien. Et après, il s'en est suivi. Ce qu'il en est suivi avec John Frundi, qui est assigné à résidence, un certain nombre de choses et tout. Ils savent bien, puisque c'est eux qui étaient là. Donc, en préparant, en se présentant comme candidat, ils savaient bien quel genre de répression il allait subir, lui, en tant que personne. Et justement, c'est pour cette raison qu'il veut subir au moins 80% de cette répression-là et laisser, j'allais dire, que les autres citoyens n'en subissent pas autant. Très bien. Donc, je pense que c'est comme, je peux mal lire, mais c'est comme ça, parce qu'il sait que... C'est toujours une lecture, de toutes les façons. Oui, de toutes les manières, parce qu'en face, il n'y a que la corruption et la répression. Merci. Comme maître mot. Allez, le Cameroun est-il aussi en otage par le régime? Comme Maurice Kamto lui aussi semble être en otage par le régime, le Cameroun est-il aussi en otage? Karine Sontier, nous vous écoutons. Oui, détention inhumaine des marcheurs arrêtés le 22 septembre dernier ont été embastillés dans plusieurs espaces à Douala. Il y a la garnison de Bonanjo, c'est ça. Il y a aussi Mbopi, où ils sont incarcérés, ils sont gardés, et à la Belle Étoile, quand il pleut, c'est sur eux, le soleil, c'est sur eux, ils dorment, comme vous voyez là, entassés comme des camps de concentration dans l'Allemagne nazie, si vous voulez bien faire l'image par relation. Et ce qui intéresse encore, c'est la vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, dans laquelle cette femme prend la parole pour raconter ce qui se vit dans ce trou. On va permettre notamment à la technique de nous faire écouter un bout de cette vidéo. Je suis arrivée, il y a même une qui était en train de saigner. Elle m'a demandé le lotus. Maman, si tu as le lotus, donne-moi, je mets dans mes fesses. Il y a les autres là qui étaient malades, ils avaient la fièvre. Même le policier qui était à côté m'a dit que si tu as l'argent, on va les acheter, les ferragas. J'ai tellement mal, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tellement mal. Ils sont là abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes, je vous en prie, aidez-les. Je vous en prie. Même si vous ne passez pas par moi, mais aidez-les, je vous en prie. Je n'ai plus rien. Les choses que je n'avais pas prévues, j'étais obligée de partir chercher les ferragans avec les paracétamol que j'ai donné aux autres à la PJ. Allez, Karine Sontia, merci pour l'émotion créée, parce que c'est assez grave quand même ce qui tourne aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Hein. Et les femmes également qui sont sur le plateau avec nous semblent être voilà, choquées. Et nous, y compris, madame, monsieur, même si on peut justement le dire, pas d'état d'âme, nous en avons nous aussi parce que nous sommes des humains et nous nous demandons ce qui sera de ce pays qui est le nôtre. Qu'est-ce qu'on compte en faire? Demain, il faut continuer à monter ces vidéos hein, pour que ça crée émotion. C'est ça, parce que lorsque nous autres nous disons on est dans une dictature, on parle de la tyrannie, on a l'impression que on bavarde. Nous salissons l'image du Cameroun, mais pourtant c'est des réalités. Donc, il faut savoir ce qui se passe, parce que quand on parle des droits humains, on sait déjà qu'on n'a pas l'eau, on ne peut pas envoyer nos enfants à l'école, mais au moins comment sont traités
les prévenus dans les maisons d'arrêt. Il faut que ça aussi, ce soit connu. Allez, merci beaucoup mon Bengan, merci à vous madame, monsieur de rester présent sur nos antennes. Deuxième pause de ce matin, Constilamine est sur le plateau B avec le concept Salaka, nouveau Constilamine. Et vous nous revenez ce matin avec le Irlisop. Allez, Constilamine, rebonjour. Alors, merci Michel Gatchou. Déjà, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites, avec bien sûr cette communication que vous essayez de faire de temps en temps. Question bien sûr d'attirer l'attention de la population. Et ce matin, en tant qu'un communicateur, je m'adressais à ceux-là qui nous regardent ce matin, à ceux-là qui nous écoutent ce matin. La vie, elle est précieuse. Personne n'a le droit d'arracher la vie à l'autre. Personne n'a le droit de torturer tout un chacun. Prenons la vie telle qu'elle se présente, tout en étant conscient, prévoyant et prudent. C'était bien entendu un message de Constilamine à l'endroit, bien sûr, de tous les clients du concept Salaka. Alors, l'instant donc qui nous est offerte ce matin est bien entendu de parler des languettes médicales et bien entendu de parler bien entendu de cette solution qui permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds, d'éliminer les douleurs bien entendu au niveau bien sûr de la plante des pieds, chers téléspectateurs. Ce sont les languettes médicales. Ces languettes médicales qui bien entendu, il faut le rappeler chers téléspectateurs, comme je l'ai dit, permet également de nous prévenir contre les douleurs au niveau de la plante du pied, quand on sait déjà que les douleurs de la plante du pied causent parfois plusieurs douleurs telles que les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau de la cuisse et les douleurs au niveau des hanches. Donc pour éviter toutes ces douleurs-là, il est important, chers téléspectateurs, de pouvoir, bien entendu, utiliser régulièrement ces languettes médicales. Oui, ces languettes médicales qui sont vendues du côté du magasin 1001 tapis. On peut d'ailleurs apercevoir les images à travers l'écran. On peut d'ailleurs voir comment on les utilise. Il est important de les avoir. Vous les avez au magasin 1001 tapis. Le prix normal de ces languettes médicales est de 8 000. Le prix de la promotion est de 6 500 francs. Et puisqu'on parle toujours et encore de la double réduction, vous les avez à 6 000 francs. Ces languettes médicales du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je dis bien, le prix de la double réduction est de 6 000 francs. Et vous avez encore quelques jours pour vivre cette double réduction des languettes médicales. Je rappelle que c'est la paire de languettes médicales. Ce n'est pas une seule languette médicale, c'est la paire de languettes médicales que vous avez en double réduction au prix de 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et cette offre, comme je l'ai si bien dit, est valable sur tous les produits qui sont en vente au magasin 1001 tapis, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit le Earlys Up, que ce soit les ordinateurs, les robots mixeurs, tout ce qui est en vente au magasin 1001 tapis connaît depuis plusieurs jours une double réduction, raison pour laquelle vos languettes médicales, vous les avez à 6 000 francs au lieu de 6 500 francs. Les voilà. Voilà comment ça se présente. Cette languette médicale, elle est pratique, elle est d'origine, elle permet d'éliminer totalement les douleurs à la plante des pieds. Vous les avez à 6 000 francs en double réduction. Parlons des modalités de livraison. Pour ceux des clients qui ont besoin de commander un article au concept Salaka, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer vos commandes ou alors de venir directement au magasin 1001 tapis. Nous sommes à Douala au Cameroun. Nous livrons dans tout le Cameroun et à Yaoundé, on a un représentant à Yaoundé, M. Imeni Anthony, qui est chargé de livrer tous les clients de Yaoundé et nous expédions également dans les autres villes du Cameroun. Ne l'oubliez surtout pas, Salaka, c'est la qualité, les meilleurs prix, le respect de la clientèle parce que le client est un partenaire au concept Salaka. Merci et bonne journée à tous. Allez, bonne journée à vous également, Constilamine. Au plaisir de vous retrouver demain certainement sur cette antenne. Madame, Monsieur, nous vous quitterons ce matin en vous laissant quand même un signal fort. Aujourd'hui, le Cameroun est en mouvement et traverse un moment important de son histoire. Que font exactement les Camerounais aujourd'hui pour revendiquer les droits qui sont les leurs? Est-ce qu'ils y pensent véritablement? À demain, 10h.